bonsoir et bienvenue à Droit de réponse. Droit de réponse est votre magazine dominical sur Equinox Télévision qui fait le round-up des principaux sujets d'actualité qui ont retenu l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse est beaucoup intéressée au règne de l'insécurité sur les axes routiers interurbains, pour reprendre mot pour mot la grande une du journal Émergence. Une insécurité entretenue par ce que Mutation appelle le gant au caillou. Ce sont, dit le journal, des coupeurs de route qui s'attaquent à des passagers dans les bus après les avoir caillassés puis immobilisés. Et ce n'est pas seulement sur la nationale numéro 3 qui relie Douala à Yaoundé. Ces coupeurs de route qui sont de retour, dit le journal, l'essentiel, sévissent également sur l'axe Bafoussam-Yaoundé. Rien que le week-end dernier, pas moins de 4 agressions visant des véhicules de transport et des voitures particulières ont été commises sur ces axes très fréquentés. Le bilan actuel, dit le journal, fait état d'un mort et de plusieurs blessés. Quelle doit être la réponse appropriée à ces agressions ou à cette forme d'insécurité? Et parlant justement d'insécurité, le professeur Alain Foguet dénonce l'insécurité judiciaire que vivent les militants prisonniers du MRC. Dans les colonnes de la Nouvelle Expression, le cadre de cette formation politique de l'opposition parle de Boko Haram judiciaire. Dans une correspondance adressée au président du tribunal de grande instance du Foundi, juge de l'habeas corpus, il démontre dans les détails comment ses amis politiques et les marcheurs pacifiques du 22 septembre 2020, otages politiques, sont des victimes d'un Boko Haram judiciaire. Cette sortie du professeur Alain Foguet intervient dans le sillage de la libération d'un des marcheurs pacifiques déclaré non coupable par la Cour d'appel du Centre. Alexis Kessoua Mbevo, arrêté le 20 septembre 2020, jugé et condamné par le tribunal militaire à 5 ans de prison pour révolution, rébellion, attroupement et manifestation publique, vient d'être acquitté pour faits non établis. Pourtant, ceux sur qui pesaient les mêmes chefs d'accusation restent en prison. Comment comprendre cela? Cela n'en rajoute-t-il pas à la complexité du mode opératoire de la justice dans notre pays? Droit de réponse de ce dimanche, c'est aussi et surtout la 15e conférence des chefs d'État de la CEMAC qui vient de s'achever à Yaoundé. Alors que d'importantes résolutions étaient attendues, notamment sur la réforme du franc CFA, l'attention a plutôt été portée sur la place au premier rang accordée à Franck Biya, le fils du président de la République du Cameroun. Selon le site d'information Actu Cameroun, au cours de cette rencontre au sommet, le fils du chef de l'État a été aperçu plusieurs fois en train d'échanger avec des convives. Une image qui est devenue virale sur la toile le montre au premier rang à côté des ministres d'État. Mais quel est le rôle qu'occupe le fils du chef de l'État sur le plan protocolaire? Sommes-nous toujours en République? Est-ce une maladresse protocolaire ou des signes avant-coureurs d'une succession monarchique? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de droit de réponse de ce dimanche 19 mars 2023. Invité cette mi-journée, j'introduis d'abord Christian Masoma. Christian, bonjour et bienvenue. Bonjour Duval, je souhaite un agréable dimanche à tous les téléspectateurs de droit de réponse. Je voudrais adresser les salutations particulières à l'ami politique Kessoua Mbevo Alexis, qui a effectivement été blanchi au niveau de la Cour d'appel du Centre de toutes les charges qui pesaient contre lui, mais qui malheureusement, une fois de plus, pour revenir à l'expression du Boko Haram judiciaire qui a été utilisé par le professeur Foguet, a dû passer le week-end en Kondengui pour des questions de diligence. Donc jusqu'à maintenant, sa levée de cours n'est pas effective. Et après avoir purgé presque 3 ans pour rien en prison, on attendra peut-être encore lundi ou mardi pour voir sa libération effective. Merci Christian Masoma d'être venu sur ce plateau. Vous êtes cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun. D'ailleurs, vous êtes le régional de cette formation politique pour le littoral. J'introduis également Serge-Henri Kelbé. Bonjour Serge-Henri et bienvenue. Bonjour Duval, bonjour à tous mes autres co-discutants. C'est toujours un plaisir d'être là. Merci de l'honneur que vous me faites. Et j'espère qu'on aura un très bon débat. Vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir au Cameroun. Jean-Robert Wafo, bonjour, bienvenue. Bonjour Duval, bonjour aux millions de téléspectateurs qui suivent cette prestigieuse émission. Vous êtes homme politique et militant du Social Democratic Front. Edmond Kangia, bonjour, bienvenue. Bonjour Duval Fangwa, bonjour aux co-panélistes. Je renouvelle mes salutations
fraternelle, amicale et cordiale aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission, ainsi que ma sincère affection. Et donc, Kanga, je voudrais démarrer cette émission avec vous sur un sujet portant sur la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. On se souvient que sur ce plateau, la semaine dernière, on évoquait donc cette 15e conférence des chefs d'État de la CEMAC et on évoquait également les enjeux de cette session. Il y avait beaucoup de choses qui étaient attendues. Aujourd'hui, en faisant le bilan de cet autre sommet de la CEMAC, est-ce que c'est exagéré de dire que la montagne a accouché d'une souris? Disons que le seul mérite, le principal d'ailleurs, de cette conférence des chefs d'État, c'est que ce sommet s'est tenu. Il a pu se tenir. Parce que parfois, on annonce un événement, il ne se tient pas, il est parfois reporté. Il faut rappeler que effectivement tenu. Il faut rappeler que ça fait 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans que ce sommet n'était pas tenu en raison de la pandémie du coronavirus. Effectivement, il s'est tenu finalement et on a vu tous les chefs d'État étaient présents. Ceux de la sous-région sont venus, ont répondu présents à l'invitation du président Paul Biya. Et il faut le dire, cette présence-là, cette solennité renforce, je l'espère, les liens de coopération, les bonnes relations entre le Cameroun et les autres pays membres de la CEMAC. Il faut également dire que ce sommet s'est tenu et a débattu effectivement des questions qui étaient annoncées, qu'on a vu les observateurs avant même la rencontre évoquer. Sauf que, au niveau des résolutions, on se serait attendu à mieux. Mais malheureusement, pour ne pas dire exactement ce que vous avez dit, que la montagne a accouché d'une souris, disons qu'ils ont pris bonne note de l'évolution de la situation économique, financière dans la sous-région, entre les États membres respectifs. Ils ont pris en compte, sur la base, n'est-ce pas, des propositions, des projets qui ont été formulés par les ministres, les membres de leur gouvernement respectif, notamment les ministres de l'économie et des finances. Ils espèrent globalement que ça ira beaucoup mieux dans chacun des pays membres de la sous-région. Mais je dois dire que... Oui, sur la question, par exemple, de la réforme du franc CFA, parce que c'est une question qui était très attendue. D'ailleurs, ça a fait les choux gras de la presse au cours de la semaine qui a précédé ce sommet de la CEMAC. On attendait beaucoup sur la réforme du franc CFA. Aujourd'hui, c'est des espoirs déçus? Oui, c'est des espoirs déçus. Mais en réalité, il ne fallait pas s'attendre à mieux que ça. Parce que c'est révolutionnaire d'envisager une réforme en profondeur du CFA ou éventuellement la sortie du franc CFA. Dans un cas comme dans l'autre, j'avais du mal déjà, avant que se tienne ce sommet, de croire en la possibilité pour les chefs de l'État de la CEMAC d'aller plus loin que ce qu'attendaient les observateurs politiques, économiques, mais financiers. Il y avait un travail préalable qui avait été confié, je crois, au ministre Onaondo, et qui devait livrer les conclusions de ces travaux pour que les chefs d'État prennent acte et décident. On a le sentiment que cela, une fois de plus, était relégué. En tout cas, on dit qu'il y a une autre commission qui a été mise en place, constituée des ministres des Finances de la sous-région pour continuer la réflexion sur cette affaire. Alors, c'est quoi? Le statu quo, ou bien on a du mal à avancer, on a du mal à prendre une véritable décision en rapport avec cette question du franc CFA? Les chefs d'État membres de la CEMAC ont du mal à démontrer auprès de la France, ça il faut le dire clairement, qu'il faut le dire, c'est la France qui contrôle, qui gère le franc CFA, ont du mal à retrouver leur souveraineté, ont du mal à dire à la France que laissez-nous gérer nous-mêmes un certain nombre de choses, notamment, vous savez, il y a quelque chose de très important dans la question du franc CFA. C'est qu'aujourd'hui, les chefs d'État ne sont pas assez courageux de la CEMAC. Ils ne sont pas assez courageux. Attendre d'eux une décision politique, une décision souveraine, va être très difficile. Encore dans le contexte actuel, où il faut le dire, parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites et dites en ce qui concerne la guerre russo-ukrainienne, l'impact, n'est-ce pas, de cette guerre russo-ukrainienne, et notamment le rôle que joue la Russie dans certains pays africains, et notamment en Centrafrique, n'était pas
n'était pas, pour les chefs d'État, une opportunité ou une raison d'avancer face à face avec la France. Donc, ils se sont donné le temps de la réflexion. Ça ressemble au statu quo, mais je pense que c'est le temps de la réflexion pour voir comment ça va se jouer au niveau européen entre les pays occidentaux qui sont en Europe, avec les États-Unis et la Russie. N'oubliez pas tout ce qui se passe en ce moment sur le plan international. Parce que il faut tenir compte de la décision qu'a prise la CPI, un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Et je pense que les chefs d'État de la sous-région tiennent compte de l'environnement international. Alors ils se donnent le temps de la réflexion, de voir l'aboutissement d'un certain nombre de choses avant de décider. Ok. Jean-Robert Wafo, finalement, ce serait exagéré de dire que les sommets de la CEMAC se suivent et se ressemblent. Il faut noter qu'il y a eu beaucoup de bruit autour, n'est-ce pas, de cette session de la CEMAC. On annonçait une importante réforme du franc CFA, non seulement sur la question des comptes d'opération, mais également sur la gouvernance de façon globale, avec le départ entre griffes des Français du conseil d'administration, la BEAC, entre autres. On se rappelle également que d'autres sommets de la CEMAC annoncés il y a quelques années, il y avait eu des bruits autour de on quitte le franc CFA, on dévalue le franc CFA. Alors, des annonces, puis un sommet, et rien finalement. Les chefs d'État se rencontrent, échangent et puis repartent sans qu'il y ait grand-chose à révéler. Est-ce que ces sommets se suivent et se ressemblent? La seule innovation que je peux dire par rapport à ce sommet, c'est même intervenu avant, hein. C'est-à-dire que c'est l'application de la loi de 2022 fixant les modalités d'obtention du visa électronique. Ouais. Ça, c'est vraiment à saluer parce que pour nos frères, n'est-ce pas, de la CEMAC, pour arriver au Cameroun, ils ne seront pas obligés, n'est-ce pas, d'aller là où nous avons une représentation consulaire, donc je veux dire soit une ambassade, soit un consulat, pour se mettre à distance, et puis grâce à un visa électronique, ils parviennent à arriver ici chez nous. On annonce l'entrée en vigueur pour le 1er avril. Je crois que c'est pour le 1er avril. Ouais. Donc c'est déjà c'est un signe positif, n'est-ce pas, pour la circulation des personnes. Mais malheureusement, ce n'est que... Bon, c'est vrai qu'il y a le visa électronique dans d'autres pays, mais le problème, n'est-ce pas, pour un regroupement comme la CEMAC, c'est quoi? C'est qu'il y a des pays qui freinent des cartes faites pour qu'il n'y ait pas la libre circulation des personnes. Nous savons très bien que le Gabon et la Guinée équatoriale, pour ne pas les citer, sont encore réticents. Donc par rapport à la libre circulation des personnes, bon, jusqu'aujourd'hui, où est passé le passeport biométrique CEMAC? Dans d'autres regroupements sous-régionaux, vous irez par exemple en Afrique de l'Ouest, à la CEDEAO, il y a un passeport biométrique utilisable, n'est-ce pas, dans tous ces pays. Ce que je vais dire, vous avez évoqué le cas du franc CFA. Oui, la monnaie est à l'économie ce qu'est le sang. Jean-Robert, peut-être avant de revenir au franc CFA, sur la question du visa électronique, vous avez évoqué tout à l'heure l'intérêt pour les pays de la CEMAC. Même pas seulement de la CEMAC. Mais également peut-être pour la diaspora. Tout à fait. Et ça pourrait avoir un impact sur le tourisme au Cameroun et dans la sous-région. Tout à fait. Donc vous avez tout compris. C'est pour ça que je dis c'est un pas, c'est une avancée significative en matière de circulation, par exemple, des personnes, que ce soit les Gabonais, que ce soit les Équato-Guinéens, ainsi que la diaspora. Ça, c'est des initiatives à saluer et à féliciter. Maintenant, est-ce que la CEMAC est un regroupement qui favorise, n'est-ce pas, le développement de la sous-région? Non, à partir du moment où, par exemple, le simple passeport CEMAC, où en est-on aujourd'hui? Qu'on nous dise, un bout de papier comme ça, on n'arrive pas, les chefs d'État n'arrivent pas à s'accorder pour délivrer le passeport CEMAC. Et puis regardez même la nature, même des échanges commerciaux, c'est autour de 5%, donc c'est 5% dans cette zone.
par rapport au Cameroun. La mutualisation, par exemple, des États par rapport à l'offre en énergie électrique. C'est Kelbé, lui, il nous le dira. Aujourd'hui, on dit que, bon, ok, tout le monde est d'accord qu'il faut mutualiser, n'est-ce pas, nos énergies par rapport à l'offre en énergie électrique. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? D'ailleurs, même que le Cameroun, même seul déjà, peut le faire. Si déjà, nous, à notre niveau, nous n'arrivons pas à satisfaire, n'est-ce pas, l'offre en énergie électrique, avons-nous donc des leçons à donner à d'autres? Le Cameroun, pourtant, est la locomotive. Est censé être la locomotive. Est censé être la locomotive de la CEMAC. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Et pour revenir donc au franc CFA, Duval-Fango, je suis d'accord qu'un pays doit avoir sa monnaie. Je suis tout à fait d'accord. Parce que la monnaie est à l'économie ce qu'est le sang pour l'organisme humain. Mais posons-nous une question simple. Est-ce que, en l'état actuel, du fait de la gouvernance dans les pays CEMAC, sommes-nous prêts à accepter le franc CFA au moment où nous parlons? C'est une question qu'il faudrait te poser. Nous produisons quoi? Nous produisons quoi? Nous exportons tout. Nous ne produisons rien. Donc quand je dis produit, c'est produit et transformé. Nous ne le faisons pas. Et puis j'ai bien peur. J'ai bien peur. Parce que quand on regarde les scandales qu'il y a dans ce pays, d'ailleurs la doyenne du Sénat a parlé de la République des scandales. J'ai bien peur qu'on soit en train de battre, qu'on choisisse de battre monnaie, quelque part là-bas à Yaoundé, et que les gens, dès qu'ils ont la moindre difficulté, qu'ils aillent, donc ils impriment les billets, et puis on se retrouve, n'est-ce pas, dans une situation inflationniste terrible. Je dis, oui, nous devons avoir d'autres monnaies. Mais c'est d'abord, je dis, il faudrait que ce soit précédé par une réelle volonté politique de nos chefs d'État d'améliorer la gouvernance. Et que dites-vous de l'initiative prise par la RCA d'officialiser le Bitcoin et de se lancer dans la crypto-monnaie? Pour moi, c'est un saut dans l'inconnu. C'est un saut dans l'inconnu. Mais il semble que, visiblement, c'est une piste que les chefs d'État de la CEMAC sont en train d'explorer. Oui, cette piste-là va mettre tellement long. Il faut rappeler que le président de la RCA vient d'être désigné comme président, n'est-ce pas, de la conférence des chefs. Mais il aura quelle influence sur d'autres pays de la CEMAC? Non, il aura quelle influence? Dites-moi. Et c'est un pays sous influence russe en ce moment. Non, il ne peut pas. Pour vous, c'est un épiphénomène. Il va se battre dans la SCA, mais je ne suis pas sûr que d'autres États vont valider la crypto-monnaie. D'abord, quand vous allez parler de crypto-monnaie, je ne sais pas, à une bande, alors je ne sais pas, à une maman là au village ou alors à un papa et au village. Mais il va vous dire que c'est quoi? Il faut d'abord une culture, c'est une affaire qui va mettre long. On pourra en venir, mais je dis, d'abord le CFA, nous n'arrivons même pas nous-mêmes à maîtriser notre CFA. Alors, Serge-Henri Kelbé, en parcourant le site de la présidence de la République du Cameroun, en rapport avec la question de la CEMAC, nous avons pu lire que le sommet de Yaoundé aura montré une fois encore l'esprit de solidarité atout majeur de la CEMAC. Et dans le discours du président de la République, on a pu capter cette phrase tout au long des travaux. C'est le président de la République du Cameroun qui parle. J'ai pu apprécier notre volonté commune de privilégier les intérêts de la communauté. Alors, lorsqu'on prend ce bout de phrase et on fait un lien avec les événements du 20 octobre 2022, où des Camerounais ont été expulsés de la Guinée équatoriale, la question qu'on se pose, est-ce que le président de la République est en plein dans le discours diplomatique, alors que la réalité est tout autre sur le terrain? Bien, Duval, vous posez une très bonne question. Une question qui est vraiment globale, qui vient déjà de tout ce que Edmond vient de dire et un peu Jean-Robert.
Mais avant de vous répondre, permettez-moi, plus que c'est mon temps de parole, d'adresser un mot à une éminentissime personnalité du monde qui certainement, de par sa représentation diplomatique, est en train de nous suivre. Si vous permettez que je lui adresse quelques petits mots en russe, je voudrais comme ça dire au président russe, Vladimir Vladimirovitch, Господин президент, уважаемый президент России, я вам желаю долгой жизни, успех. Мы с вами, мы ждем, что наш будущее будет лучше, чем сегодня. Спасибо большое за все, что вы делаете. Traduction. Duval, je viens de dire au président Poutine, merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous avons le sentiment et l'assurance que notre avenir sera meilleur avec un monde bipolaire. Je viens de lui souhaiter longue vie, très bonne santé, et je lui ai dit que nous sommes avec lui. Ah oui, puisqu'on a annoncé qu'on va l'interpeller d'ici. Et bien entendu, le mandat d'arrêt au lendemain de ce mandat d'arrêt, oui, je voudrais faire comprendre au président russe, sans mettre de côté votre question, que les Occidentaux doivent comprendre que le monde n'est plus celui de 1960, de 1975. Et que nous sommes au XXIe siècle. C'est un machin de papier qui n'a pas de sens qu'on a vu partout dans les médias français hier. Pour revenir à votre question concernant la CEMAC. Duval, lorsque vous regardez comment l'Union européenne s'est construite, l'Union européenne a pris presque 40 ans pour être mise en place. À la suite de la mise en place de cette Union européenne, de cette monnaie commune, vous avez eu le Brexit. Les Britanniques sont ressortis. Donc, vous comprenez que mettre ensemble plusieurs communautés, en ces moments où la Terre est devenue un village planétaire, n'est pas chose facile. Je voudrais tout simplement dire à mon grand frère et très respecté Edmond que oui, les chefs de l'État ont été prudents. Prudents tout simplement parce que la mise en place d'une organisation comme la CEMAC requiert, n'est-ce pas, de beaucoup d'autres choses que résoudre des problèmes intercommunautaires. Parce que pendant longtemps, on assistait à un problème d'ego. C'est-à-dire, c'est un chef d'État qui pensait qu'en intégrant cette communauté de presque 60 à 70 millions d'habitants, certains pouvoirs seront édulcorés. C'est-à-dire, ils n'auront plus le pouvoir qu'ils ont chez eux, à l'intérieur de leurs États. Oui, on se souvient du président Léon Bas qui disait qu'il préfère être la tête d'une fourmi que la queue d'un éléphant. Par exemple. Mais ce n'est pas le cas. Parce que si vous comparez l'intégration sous-régionale en Afrique australe, c'est-à-dire Namibie, Botswana, Zimbabwe et tout, Mozambique, l'intégration là-bas n'a rien à voir avec notre intégration. Mais Serge, je finis. Vous dites prudence, est-ce que c'est tant la prudence? Est-ce que ce n'est pas davantage l'inertie et le laxisme? Vous parlez des projets intégrateurs, il y a beaucoup de projets intégrateurs. Il y en a 12 ou 15. Voilà, qui ont été initiés. Qui avance, Duval? À quel rythme? Premièrement, nous avons la levée de saisie ou d'écrou des comptes des opérations. Aujourd'hui, les pays de la zone CEMAC, utilisant le CFA, sont libres de rapatrier leur argent qu'ils ont dans les comptes des opérations à la Banque centrale de France. C'est une avancée majeure qui va aller vers la sortie du franc CFA. De toutes les façons, il faut comprendre que la marche vers la sortie du franc CFA est irréversible. Oui, elle va aller à son rythme. Le président Macron l'a encore dit au Gabon récemment, oui, indiquant que on prête à la France des pouvoirs qu'elle n'a pas dans le fonctionnement des États et de certaines organisations. Ça, c'est peut-être théorique. Est-ce que sur le plan pratique, est-ce que cela est possible du point de vue? Des études sont en train d'être faites pour y aboutir. Parce que je vais vous dire quelque chose, Duval. Faites très attention. Le franc CFA est encore trop fort pour les économies de la sous-région. Si nous décidons de sortir du franc CFA et que nous prenons une autre monnaie, sa valeur va chuter. Elle va chuter. Le franc CFA est fort par rapport à nos économies. Quelqu'un vient de dire, nous produisons quoi? Nous avons quelle industrie?
Même au niveau de l'agriculture, quelles sont les quantités de manioc, de macabo, d'huile de palme que nous produisons? Donc, soyez-en sûrs, la monnaie camerounaise, si elle est créée ou la monnaie sous-régionale, sera dévaluée par rapport au franc CFA. Je n'ai pas terminé. Oui. Je voudrais tout simplement... À côté du franc CFA, il y a d'autres projets intégrateurs. Justement, j'en venais. Est-ce qu'on en est? J'en venais pour repositionner le leadership camerounais. Oui. Si vous parlez à ceux qui veulent le bitcoin ou la monnaie numérique, mais qui dit numérique parle énergie. Oui. La République centrafricaine n'est même pas électrifiée à 15-20%. Comment est-ce que vous allez faire tourner une monnaie où vous n'avez pas non seulement l'électricité, mais vous n'avez pas de connexion Internet dans le monde rural? Parce que si vous parlez du numérique, vous pouvez faire vos achats par téléphone. Or, vous arrivez parfois, vos téléphones sont déchargés, même quand ils sont chargés, vous n'avez pas la connexion Internet. Donc, il ne faut pas qu'on rêve. Nous devons rester à la monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire. Les pays comme le Libéria, qui sont vieux de plus de 200 ans, le Ghana, tous ces pays en Afrique de l'Ouest, hormis ceux qui sont dans la zone CFA, ont leur monnaie. Nous allons rester dans la monnaie fiduciaire. Maintenant, parlant des projets intégrateurs, nous avons beaucoup de projets intégrateurs qui avancent. À mon avis, le Cameroun avance. Pourquoi? Parce que de Yaoundé, vous pouvez vous rendre dans toutes les capitales des pays limitrophes, jusqu'à leurs frontières sur le goudron. C'est-à-dire, vous quittez Yaoundé, vous arrivez à Ebébéine, disons, à Ambam. Ambam, vous pouvez aller au Gabon, vous pouvez aller en Guinée équatoriale. Il y a un projet, le pont sur l'Intem, du côté après Kribi, de Campo. C'est 40 km. On va y arriver pour arriver en Guinée équatoriale parce que nous avons une seule issue légale, pour l'instant, par voie terrestre, vers la Côte d'Ivoire. Mais il y a une deuxième voie qui va partir de Kribi, Campo. À Campo, vous avez le Ntem et la Guinée équatoriale en face. Actuellement, vous pouvez arriver au Tchad. Il y a d'autres voies pour le Congo, déjà, par Ouesso. Donc, le Cameroun travaille. Les autres pays n'ont pas, peut-être, les mêmes moyens. Un pays comme la République centrafricaine, qui fait face à toute cette rébellion, qui déstabilise, parce que n'oubliez pas les problèmes sécuritaires. 3 pays sur les 6 de la CEMAC sont en proie à des problèmes sécuritaires. Le Cameroun, la République centrafricaine et le Tchad. Le chef de l'État, dans son discours, n'est-ce pas, inaugural d'ouverture des travaux, a parlé des problèmes sécuritaires. Mais moi, je veux revenir sur quelque chose qui me semble quand même très important. Il faut qu'on apprenne à faire des bilans. J'ai suivi la préparation de ces travaux et j'ai été surpris que le président de la commission, le très apprécié et respecté le professeur Daniel Onando, a dit quelque part dans une chaîne de radio que lui n'était pas un homme des bilans. Et je pense que même Dieu, en créant l'humanité, s'est arrêté un jour et a observé le monde et s'est rendu compte qu'il manquait à l'homme quelque chose. Il a fait un bilan. Et il s'est dit, il faut une femme à l'homme. C'était la dernière œuvre que le Créateur a posée. Parce qu'il s'est rendu compte qu'après avoir fait l'homme, les animaux, le monde, la terre, il a fait un bilan, il manquait quelque chose. Donc il faut pouvoir faire des bilans. La CEMAC existe de quoi? Je crois depuis 1994. Après l'UDA, oui, qui a été créé en 64. Ouais. 30 ans après, en 1994, on a créé la CEMAC, qui a, pour moi, posé les bases vers une CEAC. C'est-à-dire, nous allons passer d'un marché intégrateur de 64 millions d'habitants à un marché de plus de 200 millions, parce que en intégrant les pays comme la RDC Congo, le Rwanda et les autres. Alors, par contre, quand vous quittez Yaoundé et que vous arrivez à Libreville, vous pouvez prendre un bateau de Libreville pour Brazzaville. Une fois que vous êtes à Brazzaville, vous êtes en RDC. C'est quelques minutes traverser le fleuve. Et vous voyez que partir de Yaoundé, on n'aura plus seulement des solutions aériennes. Nous aurons des solutions terrestres. Donc, ce n'est pas un chantier qu'on verra voir à son aboutissement dans cette ère, que ce soit du président Obiang ou du président Biya, parce que le rythme auquel nous avançons donnera, n'est-ce pas, du grain à moudre à tous leurs prédécesseurs qui viendront et qui, ma foi, nous amèneront vers une nouvelle monnaie autre que celle du CFA et d'un projet réellement intégrateur. Alors, Christian Assoma, le président de la République, indique
que ses pères et lui se sont séparés sur une note de totale satisfaction au terme, n'est-ce pas, de ces travaux de la 15e conférence des chefs d'État de la sous-région. Il a dit exactement ceci: les avancées constatées dans le cadre de l'intégration de nos économies augurent des perspectives encourageantes. C'est le président Paul Biya qui le dit. Je voudrais, avant de répondre, ou alors avant d'entamer ma prise de parole, rappeler à M. Kelbe, qui vient de faire pratiquement 8 minutes sans interruption. Vous vous souvenez que la dernière fois, il vous a rappelé que vous m'avez laissé parler à n'en plus finir. La campagne pour les sénatoriales est finie, M. Kelbe. Tout ce discours enjôleur que vous venez de tenir sur la bonne marche des institutions sur-régionales, notamment de la CEMAC, je pense que vous êtes peut-être l'un des rares Camerounais à se reconnaître dans cette bonne marche. Non, Duval, je ne sais pas, tout à l'heure il a évoqué le bilan. Et je pense qu'à l'amorce de ce sommet de la CEMAC, tout le monde attendait, tous les observateurs attendaient un point focal qui était la réforme du franc CFA ou alors l'avenir du franc CFA. Parce que, effectivement, aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus qu'il faut que nous puissions regagner notre souveraineté monétaire. On ne peut pas envisager le développement véritable de nos économies sans pouvoir nous arrimer sur une monnaie, c'est-à-dire battre une monnaie capable de pouvoir assumer tous nos projets intégrateurs. Alors, je suis d'accord qu'on ne se lève pas un matin pour battre la monnaie. Je suis d'accord que nos réserves souveraines, que l'ensemble de notre production ne peut pas nous permettre aujourd'hui d'envisager d'avoir une monnaie qui ne nous mène pas vers une inflation et une catastrophe monétaire. Parce que nous avons vu quelques états par le passé. Peut-être que ça devrait corroborer ceux qui pensent qu'il faut rester prudent. À un moment donné, au Zaïre, en République démocratique du Congo, pour aller acheter 2 baguettes de pain, on se promenait avec un sac d'argent parce qu'en réalité, la monnaie n'avait aucune valeur. Le tout n'est pas d'avoir une monnaie. Mais est-ce que nous devons continuer à rester sous le joug de la France par rapport à notre autonomie monétaire? Je pense que non. Mais il faut qu'il y ait une volonté politique, une volonté économique de la part de nos dirigeants pour pouvoir aboutir à la création d'une véritable monnaie sous-régionale. Et pour l'instant, vous ne sentez pas ça? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Je vais vous dire une chose. Lorsqu'il y a une réelle volonté politique, quelqu'un a évoqué la CEDEAO tout à l'heure. Tout le monde sait que au niveau de la CEDEAO, ils sont arrivés jusqu'à une décision. Même si au niveau de son application, il y avait un certain nombre de bisbilles, notamment entre le président Ouattara et le président nigérien, et qu'on n'a pas pu mettre sur pied véritablement le cul. Mais au moins, la décision avait déjà été prise au niveau de la conférence. La volonté manifeste. Et il y avait déjà une volonté. Donc nous n'avons pas cette volonté. Nous n'avons pas cette volonté parce que les dirigeants, essentiellement les dirigeants de la sous-région, ne sont préoccupés par une seule chose, la conservation de leur pouvoir et de leurs privilèges. Les intérêts liés à l'intégration sous-régionale, on a parlé tout à l'heure des avancées, mais je me demande lesquelles. Regardons la libre circulation des personnes et des biens en ce moment. Ça reste une catastrophe pour un petit conglomérat de 6 États avec à peine 65 millions d'habitants. Est-ce que vous pouvez, il a dit tout à l'heure, les voies terrestres, mais ceux qui essayent ces voies terrestres-là savent très bien à quoi ils sont réduits en termes de tracasseries policières et administratives pour pouvoir joindre un petit État voisin comme la Guinée équatoriale, le Gabon ou alors le Tchad. Non, nous avons beaucoup à faire. Et je pense que tant que notre leadership n'est pas arrimé à une véritable légitimité, c'est-à-dire que nos dirigeants ne sont pas l'émanation de la volonté de leur peuple, il va être difficile d'implémenter des projets qui puissent avoir un écho favorable au niveau des populations. Autrement dit, au regard de la situation actuelle, il est difficile d'envisager une CEMAC qui se renouvelle. Effectivement. La CEMAC ne peut pas se renouveler parce que ce n'est pas simplement une communauté de chefs d'État. C'est aussi une communauté de personnes, des biens et des valeurs économiques. Et pour le moment, nous ne sommes pas cela. Regardez, vous avez évoqué tout à l'heure la xénophobie qui est ambiante en Guinée équatoriale. Regardez la façon dont la Guinée équatoriale... En date, c'était octobre 2020. Voilà. Regardez la façon dont la Guinée équatoriale nargue les décisions, y compris les décisions des cours communes comme la cour d'arbitrage.
d'Abidjan. Tout le monde se souvient qu'un fameux opérateur économique que je ne vais pas citer a gagné un procès contre la Guinée équatoriale par rapport à l'implantation de sa banque au niveau de Malabo. Mais le président équateur-guinéen a dit qu'il n'en avait rien à foutre et qu'il ne reconnaissait pas cette décision de la Cour d'arbitrage d'Abidjan. Jusqu'aujourd'hui, malheureusement, il a eu ses ennuis judiciaires au Cameroun et c'est devenu ce que c'est devenu, mais la décision n'a jamais été appliquée. Donc, c'est pour dire que quand ces chefs d'État se retrouvent, c'est beaucoup plus pour des discours et pour de la diplomatie de façade. Parce que, je dis très bien qu'il a parlé de la communauté des États de l'Afrique australe. Je parlais de la CEDEAO tout à l'heure. Lorsque nous regardons ce qui se passe dans les autres sous-régions, on est extrêmement dubitatif quant à la réelle volonté de nos dirigeants de pouvoir véritablement conduire le bateau CEMAC vers des chemins de modernisation. À tous les niveaux, pour moi, Jean-Robert venait de parler vous avez parlé du passeport biométrique CEMAC et vous avez parlé des visas. Je dis que même le 1er avril, moi je ne suis pas devin, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de problèmes. D'ailleurs, ils ont choisi le 1er avril, je ne sais pas si c'est parce que c'est un poisson d'avril annoncé, mais je vous dis qu'il y aura beaucoup de problèmes à ce qu'on puisse appliquer de telles mesures. Parce que nous avons l'habitude de voir des résolutions, nous avons l'habitude de voir des décisions qui sont prises au niveau de cette institution et la très grande difficulté à pouvoir appliquer l'ensemble des résolutions de la CEMAC au niveau sur le plan concret. Donc, Duval, je pense que, au vu de notre environnement et de notre contexte, au vu de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il y a une véritable bataille géopolitique et géostratégique. Et malheureusement, effectivement, je pense que c'est Edmond qui l'a dit tout à l'heure, la pression russe au niveau de l'Afrique subsaharienne depuis quelque temps, qui, au niveau de l'Afrique centrale, se caractérise par l'impact que nous connaissons au niveau de la République centrafricaine, et la volonté affichée par la France, qui est une volonté virtuelle de pouvoir un tout petit peu se désengager de, comment on appelle ça, de son précaré, ne sont pas de nature à avoir une certaine sérénité par rapport à l'avenir sur le plan de la monnaie, parce que je peux vous garantir que la France n'a pas envie de lâcher complètement le franc CFA. C'est-à-dire il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas penser que du jour au lendemain, ils vont abandonner l'ensemble des avantages qu'ils tirent au niveau de la Banque centrale de France et que, qu'on le veuille ou pas, il reste garant de la convertibilité du franc CFA par rapport à l'ensemble des autres économies, notamment au niveau de l'euro. Donc, il y a des intérêts majeurs. Et je suis désolé de le dire, nos chefs d'État de la sous-région, pour le moment, n'ont pas suffisamment de capacité pour pouvoir donner un avenir au franc CFA par rapport à la France. Edmond Kamgia, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de résolutions fortes qui est attendues de ce sommet de la CEMAC, notamment de la conférence des chefs d'État. D'ailleurs, on en parle en faisant une sorte d'évaluation, mais il ne vous a pas échappé qu'on a quand même remarqué une très forte présence du fils du chef de l'État, Franck-Emmanuel Biya, dans les couloirs. D'ailleurs, il y a une image qui circule sur les réseaux sociaux où on le voit au premier rang avec des ministres d'État. Il y a le site Actu Cameroun qui note qu'au cours de cette rencontre au sommet, le fils du chef d'État a été aperçu plusieurs fois en train d'échanger avec des convives. Il y en a même qui sont allés jusqu'à préciser qu'avant le huis clos des chefs de l'État, on l'a vu à l'intérieur de la salle échanger avec... Alors, quelle est la place qu'occupe le fils du président de la République sur le plan protocolaire dans une rencontre de haut niveau comme celle-là? Vous qui êtes, il faut le rappeler, diplomate de formation. Édifiez-nous là-dessus. J'avoue que cette image très forte qui a circulé abondamment sur les réseaux sociaux et qui a été largement commentée n'a laissé personne indifférent. D'abord, il faut le dire de manière claire que dans le protocole de l'État ne figure nulle part le fils du chef de l'État. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Dans le protocole de l'État, il ne fait pas partie des principales personnalités connues, reconnues officiellement.
La deuxième chose qu'il faut noter, c'est que la première ligne où on a vu Franck Biya était constituée principalement de personnalités qui travaillent à la présidence de la République. Il y avait à ses côtés, et très proche de lui, le directeur de cabinet civil, et beaucoup plus proche de lui, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence. Je pense que c'est cette image forte, avec ces deux personnalités, qui a suscité tant de débats, une véritable polémique. Franck Biya, a-t-il une fonction officielle que les Camerounais ne connaissent pas? C'est la première question que je vais poser. A-t-il une fonction officielle que les Camerounais ne connaissent pas à la présidence de la République? Parce que s'il avait une fonction officielle connue et reconnue des Camerounais, la question ne se poserait pas. Les gens ne feraient aucune polémique. S'il a une fonction officielle connue et reconnue. L'autre chose qu'il faut indiquer, c'est le contexte sociopolitique et cette guerre de succession qui est déjà très forte à travers des clans qui sont connus en ce moment, de voir à un sommet aussi important que celui des chefs d'État de la CEMAC. J'ai vu avec beaucoup d'intérêt l'arrivée des différents chefs d'État et particulièrement l'arrivée du général Mahamat Idriss Déby Itno, le fils de son père, ancien président tchadien assassiné. J'ai vu comment le chef de l'État Paul Biya l'a reçu, j'ai vu comment à ses côtés le chef d'État tchadien était comme avec son père. C'est-à-dire il y avait toutes ces amabilités et qui me laissaient penser que la présence par la suite qu'on a vue de Franck Biya en première ligne n'était pas banale, n'était pas anodine. C'est un message qui n'est pas seulement adressé aux Camerounais, c'est un message qui est directement adressé aux chefs d'État qui ont fait le déplacement. Voici mon fils. Et c'est quoi le message? Voici mon fils. Mahamat Idriss Déby, tu es le fils du président Idriss Déby Itno, qui était mon ami. Voici ton frère. Non, je le dis terre à terre. En réalité... Mais il le savait déjà. Oui, il le savait déjà, mais il le rencontre, peut-être officiellement pour la première fois. Devant caméra. Devant caméra. Les médias nationaux et internationaux. Vous savez, en diplomatie, il n'y a pas que des discours. On bavarde, certes. Il y a des codes. Il y a des codes, il y a des symboles qui comptent en diplomatie. Dans sa présence, en ce lieu, à ce moment précis, avec ceux qui sont à côté de lui, n'est pas anodine. C'est un message fort dans le contexte actuel. Cela signifie quoi aussi? Cela signifie que la polémique n'est pas inutile. C'est nécessaire d'en discuter. Parce que, je le répète, officiellement, je voudrais bien comprendre comment il a pu se retrouver là. Parce que dans le protocole normal d'État, il ne devrait pas figurer là. Il n'aurait jamais dû se retrouver là. Sauf si la présidence nous sort un document pour nous dire qu'officiellement, il travaille à la présidence, il occupe telle fonction que les Camerounais ne connaissent pas. Je voudrais également dire autre chose. C'est que aujourd'hui, au Cameroun, comme dans l'ensemble de la sous-région, on a été habitué à voir des chefs d'État être remplacés par leurs fils. C'est le cas au Tchad. C'est le cas au Gabon. C'est bientôt le cas en Guinée équatoriale. Parce que là, c'est un cas connu. Parce que Obiangema Bazogo a un de ses fils qui occupe officiellement et depuis plusieurs années le poste de vice-président, qui peut à tout moment succéder à son père, d'après leur constitution. Mais au Cameroun, ce n'est pas le cas. La constitution au Cameroun ne prévoit pas un poste de vice-président comme en Guinée équatoriale. La constitution du Cameroun a prévu un mécanisme de dévolution du pouvoir. Ça me rappelle l'interview forte que le président Paul Biya a donnée lors d'un de ses passages en France. Il a été interviewé par France 24 en 2009, quand on lui a posé la question du Dauphinat. Paul Biya a dit, et c'est clair, la question du Dauphinat ne se pose pas au Cameroun. La Constitution a réglé les mécanismes de dévolution du pouvoir. Paul Biya l'a dit en son temps à France 24, en 2009, c'est-à-dire il n'y a pas de question de Dauphinat. La Constitution a réglé les mécanismes de dévolution du pouvoir. Et le mécanisme prévoit qu'en cas de démission, qu'en cas d'empêchement,
qu'en cas de décès. L'intérim est assuré par le président du Sénat. L'intérim est assuré par le président du Sénat après le constat de la vacance de la présidence de la République Par le Conseil par constitutionnel. le Conseil constitutionnel. Lequel intérimaire n'a pas le droit d'être candidat à l'élection présidentielle. Et son rôle, c'est d'organiser au plus tard en 120 jours l'élection présidentielle dont il n'est pas candidat. C'est pour cela que je m'interroge également. C'est-à-dire, après la première interrogation sur la présence du fils du président qui officiellement n'a pas un rôle, sauf si on nous prouve le contraire au peuple camerounais. La deuxième question, c'est la Constitution ayant prévu les mécanismes de dévolution du pouvoir. Si, d'aventure, l'idée serait de préparer l'opinion publique nationale et internationale au fait que, à l'idée que il est envisagé de manière forte une succession dynastique, il faudrait s'attendre que lors des prochains congrès ou du prochain congrès du RDPC, rappelez-vous l'image forte qu'on avait constatée lors de l'anniversaire des 40 ans au pouvoir du président Paul Biya. On a vu Franck Biya rencontrer des lamidos avec l'écharpe du RDPC. Ne soyez pas surpris de le retrouver au prochain congrès du RDPC. C'est quand l'anniversaire du RDPC? C'est le 24 mars prochain. Attendez de voir. Peut-être il faut lire encore les codes et les symboles. Si Franck Biya est visible, vous comprendrez davantage si quelque chose se prépare. Serge-Henri Kelbé du RDPC nous en dira davantage tout à l'heure. Jean-Robert Wafo, au finish, cette image-là, ça renvoie à quoi? Une maladresse protocolaire, vous y croyez? Ou la préparation psychologique à une succession dynastique au Cameroun? Vous savez, il y a de cela 2 Vous ans. qui êtes le théoricien du grand soir. Il y a de cela 2 ans, effectivement, je parlais du grand soir. Plusieurs Camerounais n'ont pas cru en ce concept. Mais je crois que la majorité, ou la plupart des Camerounais se rendent compte que, effectivement, ce grand soir sera extrêmement violent et brutal. Je dis bien violent et brutal. Si rien n'est fait. Edmond parlait des mécanismes de dévolution du pouvoir. Est-ce que vous êtes d'abord sûr que ce sera respecté? Vous êtes sûr que le président du Sénat va assurer l'intérim? C'est dans les textes, oui. Même au Tchad, c'était dans les textes, non? Ouais. Qui a été violé. Tout à fait. Non, il a renoncé, lui. Il a renoncé. Il a officiellement Ça a pas été renoncé violé. à assumer cet intérim. C'est ça. Et quand le président du Sénat Merci, donc renonce, Christian. qu'est-ce qui se passe après? Qui doit assurer donc cet intérim? C'est le premier vice-président du Sénat. Pourquoi il s'est tué au Tchad? Vous croyez qu'il a renoncé parce qu'il voulait Volontairement, renoncer? non, pas du tout. Sous la contrainte. Voilà. Non, ce qui s'est passé au palais est inadmissible et intolérable en politique. Je dis c'est inadmissible et intolérable. Si on n'est plus dans un état, on n'a qu'à nous le dire. On n'a qu'à nous le dire. Qu'est-ce qui peut justifier que dans la salle des actes, pour une réunion, pour une conférence qui regroupe au total 6 chefs d'État, que le fils du président de la République, qui n'a aucune fonction officielle, se retrouve assis devant les ministres d'État? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ça doit certainement faire l'objet d'une thèse en sciences politiques. Et même celui qui va soutenir ça aura 0 sur 20 dans sa thèse. Et le jury va lui donner 0 sur 20. Autant mieux ne pas faire la thèse. Pour dire que c'est un scandale. C'est un scandale. Mais vous croyez que d'autres chefs d'État ne sont pas venus avec leur fils? Pourquoi? Quand on vient traiter des affaires d'État, qu'est-ce que le fils du chef d'État qui n'a aucune fonction officielle vient faire? Au point de s'exhiber devant tout le monde, en mondovision. Son épouse avec. Je vais dire l'épouse du chef de l'État. Non, mais
les gens ont raison de dire, donc à un moment donné, que à l'époque de Martin Bilinga et Boutou, on ne peut pas observer cela. Le protocole d'État, c'est la rigueur. En passant, qui est l'autorité hiérarchiquement établie au sein de l'exécutif après le président de la République? Le Premier ministre. Et il était où? Il était où? Où était le Premier ministre? Attendez, Jean-Robert. Non, c'est ce on est en train de parler des choses, c'est-à-dire que des choses extrêmement importantes. Où est passé le Premier ministre? C'est-à-dire que dans d'autres pays, quand il y a ce regroupement de chefs d'État, donc quand il y a des conférences, machin, le Premier ministre est là. Le Premier ministre a décoré des personnalités. Le Premier ministre était là. Il a décoré le professeur Daniel Naondoa, il a décoré au palais. Oui. Au palais, le Premier ministre. Je dis sur cette photo, il était où? Je m'excuse. Où était-il assis? Où était-il assis? Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Je m'excuse de couper Jean-Robert. Ce n'est pas de mon habitude. Voilà. Jean-Robert. Je dis où était le Premier ministre. Je vais répondre. Parce que sur la photo en question, Jean-Robert, il y a la première dame qui est, quand on regarde la photo là, elle est à droite. À gauche, il y a le fils du chef de l'État, Franck Biya. Oui. Après, il y a Ferdinand Gongo. C'est une mauvaise lecture. C'est une mauvaise lecture. Vous appelez quoi je peux dire quelque chose. Vous appelez quoi mauvaise lecture? Jean-Robert. Quelle est la fonction officielle? Non, je vais répondre. Du fils du chef de l'État. Edmond a commencé à parler dessus, vous avez amené. Laissez-moi donner mon point de vue. Écoutez, vous n'allez pas... Non, mais écoutez une chose. Jean-Robert, vous n'avez pas remarqué qu'il y avait une colonne des membres du gouvernement. Alors, Jean-Robert, il y avait une colonne des membres du gouvernement. Le secrétaire général de la présidence de la République. La présidence avait sa colonne. Le secrétaire général de la présidence de la République, il est membre du gouvernement ou pas? La présidence de la République avait sa colonne. Écoutez, je vous pose une question simple. Le secrétaire général de la présidence de la République, il est ministre d'État, non? Bien sûr. C'est-à-dire qu'il est membre du gouvernement. Rattaché à la présidence de la République. Il est membre du gouvernement. Oui, Jean-Robert. Le Premier ministre était assis avec tous les ministres d'État, les ministres délégués et les autres ministres sur la gauche. En face de là où était assis le chef de l'État, Paul Biya, Touandera, il y avait la première dame, tout ce qui était présidence de la République. Alors, le protocole. Jean-Robert, quand vous dites le... Non, il ne faut pas être excessif. Le Premier ministre était assis avec les autres ministres et les ministres d'État. Oui. Oui, il y avait le ministre Laurent Esso. Recentrons. Jean-Robert, mais je dis ceci, même dans les monarchies, il y a le protocole. Très bien. Alors, il y a le protocole. Cette dérive monarchique des institutions cesse. Parce que le Cameroun est à la croisée des chemins. Il y a quelque chose de plus sérieux qui arrive, qu'on le veuille ou pas. Je ne souhaite pas, n'est-ce pas, que le président de la République ne parle plus un matin, mais il peut arriver qu'il ne parle plus un matin. Et ce genre d'image est de nature à créer la confusion et de nature à préparer les Camerounais sur un éventuel coup de force que nous n'accepterons pas. Ok. Alors, ça, Jean-Yves Kelbert, il y a donc ces observations qui ont été faites. Edmond a fait l'observation, Jean-Robert Wafo également, et sur ces images qui circulent, et sur ce rapport qui est fait par des confrères, est-ce que le fils du président de la République a une fonction officielle qui lui permet d'être au premier rang, tel qu'on l'a vu dans une rencontre au sommet comme celle-là? Bien, merci de revenir sur cette question centrée. Duval, ni vous, ni moi, nous connaissons tout le personnel accrédité au cabinet civil du chef de l'État. Je parle du cabinet civil. C'est un cabinet qui est exclusivement réservé aux affaires du président de la République. Aux affaires privées. Privées ou d'État. Pourquoi? Le cabinet civil a des chargés de mission. Le président de la République a ses chargés de mission. Et Franck Emmanuel Biya fait partie des chargés de mission du chef de l'État. Ne voyez pas à M. Franck Emmanuel Biya
le fils de Paul Biya, mais voyez en lui un Camerounais qui se retrouve par hasard au cabinet civil. Est-ce que... Serge, est-ce qu'il y a un texte? Est-ce qu'il y a un texte? Attendez. Incroyable. Attendez. Vous avez... Mais cela n'est pas nécessaire. Non. Ça peut être nécessaire comme ça peut pas être nécessaire. Ce que je veux vous dire, le cabinet civil a au moins 20 à 30 personnels sous sa responsabilité. Quel est son rang protocolaire quel est son rang dans le civil là-même? Le cabinet civil a des chargés de mission. Et Franck Emmanuel Biya, si vous ne savez pas, Franck Emmanuel Biya a travaillé au nom de son père longtemps pour la tenue de ce sommet. Il a fait quel titre? À titre de conseiller. À titre de conseiller. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire du président de la République. Mais vous n'allez pas demander au président de vous justifier pourquoi il a choisi Jean Robert ou il a choisi M. Edmond Kambia. Mais il y a le pouvoir discrétionnaire. Vous êtes excessif. Vous le faites en back office. Vous ne venez pas vous mettre devant caméra. Edmond, je voudrais vous faire comprendre que si vous avez bien observé, le chef de l'État n'avait pas un seul fils dans la salle et du même côté que là où était assis Franck. Je crois que si vous avez bien observé, soyez d'accord. Si vous connaissez les enfants du chef de l'État, ils n'étaient pas noyés. Ses belles-filles étaient même là. Oui, mais... Vous comprenez? Mais elles étaient en retrait. Oui, mais elles étaient assises, elles étaient dans la salle. Donc vous nous rassurez, Serge Henri Kelbey, je peux vous dire que nous sommes toujours en République. Nous sommes en République. Pourquoi nous sommes en République? Parce que Duval, selon notre constitution, tous les Camerounais de plus de, je crois, 35 ans, ou 40 ans, je crois, pour la présidence de la République, 35 ans, ont le droit d'être candidat à une présidence, à une élection. Donc, ne pensez pas que Franck, de quoi avez-vous peur? Je n'ai pas fini. Jean Robert ne fait que me couper. Non. Moi, je n'arrive pas à développer. Parce que vous êtes... 5 fois. Terminé. Est-ce que je peux au moins chuter? Allez-y, finissez. Ce que je voudrais vous faire comprendre, la question que je me pose d'abord, de quoi avez-vous peur? Franck Biya a des qualités de fin négociateur. Ces qualités lui sont reconnues. Par qui? Par ceux qui travaillent à la présidence de la République. Ok. Mais ils vous ont fait cette confidence. Ça, je sais. Sinon, je l'ai vu aller à l'école. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas très loin en âge de moi. Donc, certainement, il fallait... Le fils, Franck Emmanuel Biya était là pour des problèmes de coordination. Vous l'avez vu pendant la CAN organisée au Cameroun. De quoi? De l'action qu'il a commencé, délégué et mandaté par son père, le chef de l'État. C'est moi qui pose des questions. Vous, il était là parce qu'il travaillait à la coordination. Vous n'avez pas compris. Vous allez peut-être aussi poser la question pourquoi la première dame est assise là? Elle est quand même la première dame haute. Elle est la première dame haute. Alors, vous n'avez pas demandé au protocole de demander à la femme du chef de l'État de ne pas être dans la salle. Combien de fois Madame Bongo ou bien Carla Bruni, Sarkozy ou alors la femme d'Emmanuel Macron s'est déplacée avec lui? Vous recevez des étrangers, votre femme à la cuisine, Jean Robert. Mais vous faites partie de quelle génération de Camerounais? Oui, mais la première dame était aussi là. Ok. Alors, permettez à Christian de prendre la parole sur ce sujet. Donc, comprenez que Franck Emmanuel Biya avait tous les droits d'être assis dans la salle. Alors, de quoi avez-vous peur? S'il vous plaît. Christian Massoma. Alors, je retiens de ce que Serge Henri Kelbey a dit que Franck Biya est un excellent négociateur. Je suppose que c'est un négociateur qui travaille essentiellement sur les questions internationales parce qu'on a quand même pas mal de crises dans notre pays. La crise du nord-ouest et du sud-ouest, la guerre contre Boko Haram, on ne l'a pas vu sur ce terrain-là dans le sens de la négociation pour le retour à la paix. Donc, on suppose certainement, Serge, que vous faites allusion à un négociateur qui travaille essentiellement sur les questions internationales. Ce sont des qualités qui sont aussi reconnues au DG de la DG. Moi, je parle, pour l'instant, je parle. Oui, mais même Eko est un bon négociateur. Je lui ai reconnu et il a une fonction. Pour l'instant, on parle de Franck Biya. Pour l'instant, on parle de Franck Biya. Alors, si vous parlez de la crise au Nozo, il y a des services qui sont spécialisés pour négocier ce genre de choses. Avec la Russie, puisque bon, vous voulez même Alors, on va donner la parole à Christian et vous allez permettre qu'il puisse développer. Sinon, on parle tous en même temps et personne n'écoute à la maison. Christian Massoma, nous sommes toujours en République, dit Serge Henri Kelbey. Non, moi je n'en ai pas l'impression. Et honnêtement, je voudrais rappeler ici, à l'endroit des Camerounais et à l'endroit de M. Kelbey, que le Cameroun n'est pas une monarchie. Nous ne sommes pas une monarchie républicaine.
Nous sommes une république. Et la république fonctionne avec des lois et des règlements, avec des codes, avec la constitution. Vous ne pouvez pas venir nous parler des talents de négociateur du chef de l'État que vous connaissez seul. Vous ne pouvez pas venir nous dire qu'il a des fonctions à la présidence de la République que les Camerounais jusqu'ici ignorent. Je vais vous rappeler une chose. Parce qu'on a pris l'exemple d'un certain nombre de ses pairs dans la sous-région et ailleurs. Le président Bongo a pris soin de nommer son fils ministre de la Défense de son vivant. Et sa fille. Laissez-moi développer s'il vous plaît. Le président Idriss Déby a nommé son fils général de son vivant. Si vous regardez le président Yadema, il a nommé fort de son vivant. C'est-à-dire, ils les ont préparés plus ou moins à assumer des responsabilités au sommet de l'État, même si ce n'était pas par la volonté de leur peuple. Mais au moins, ces personnes assumaient des fonctions officielles. Qu'est-ce que coûte au président de la République de nommer donc officiellement Franck Biya pour que ça ne puisse plus heurter la sensibilité des Camerounais? Parce que pour nous, jusqu'à maintenant... Surtout qu'il en a le droit. Oui, il en a le droit. Ouais. C'est ce que je dis. Pour le moment, que vous veniez supputer sur les fonctions qui ne sont pas officielles, qui ne sont pas connues des Camerounais, ça nous interroge. Parce que pour nous, c'est le fils du président de la République. Et lorsque on regarde l'ordre protocolaire, on est en droit de s'interroger pourquoi est-ce que le fils du président de la République occupe cet ordre protocolaire alors qu'il n'a pas une fonction officielle qui lui confère cette position au sein d'une institution ou alors au sein dans la salle des actes pour un sommet aussi important que celui des chefs de l'État de la CEMAC. Donc c'est une interrogation légitime. Mais moi je sais, et je vais aller droit au but, que ça fait 2 ans ou plus 2 ans et demi que le président national du MRC, le professeur Maurice Kamto, parlait du gré à gré. Si tout ça est fait pour nous préparer à accepter une succession monarchique, dynastique, et ce gré à gré, nous ne sommes pas prêts à l'accepter. Parce que le peuple camerounais, qui est seul détenteur de la souveraineté, devra se prononcer sur l'avenir de son leadership. Et que tout devra se passer selon les dévolutions démocratiques et institutionnelles. Donc, il faut que nous soyons sérieux. L'avenir de ce pays ne peut pas se jouer entre des clans ou alors dans les antichambres au détriment de ce que l'essentiel de notre peuple a comme aspiration pour son devenir. Cet ordre protocolaire a choqué tout le monde. Pas parce que, naturellement, le fils du président de la République ne peut pas y avoir droit, mais il faut que ça s'habille, que ça puisse être revêtu par un habillage légal. Donc le président, comme ça a été le cas pour ses pairs de la sous-région ou ailleurs, puisse lui donner des fonctions officielles. Ça ne choquerait personne, ça ne choque plus personne. Parce qu'on n'est pas là pour supputer sur ses talents, comme vous, peut-être que vous susurrez dans les oreilles de Dieu, et que vous savez, mais nous ne le savons pas, M. Kelbé. Et nous sommes en droit de savoir ce qui se passe dans notre pays. L'avenir de ce pays nous intéresse tous parce que c'est notre avenir à nous tous, c'est l'avenir de nos enfants. Ce n'est pas une affaire de mystification ou de mysticisme qui concerne quelques personnes et qui peuvent interpréter des gestes ou des codes de la République à leurs propres intérêts au détriment de l'intérêt général et de l'intérêt des Camerounais. Donc, je veux dire que, au sortir sur cette question, nous attendions à ce que, dans ce sommet, les acteurs concernés au premier plan puissent jouer leur rôle et qu'ils puissent sortir des résolutions fortes qui vont aller dans le sens, effectivement, de l'intégration de nos peuples et de nos économies au niveau de la sous-région, et non que nous nous retrouvions le dimanche ici à supputer sur la place et sur le rôle que le fils du président est en train de jouer. Non, j'ai dit que c'est ce qu'on attendait du sommet. Mais c'est important, justement, on l'a dit. Je venais de dire que tout ça, peut-être, c'est préparer l'opinion à ce gré à gré que nous dénonçons depuis et que nous n'accepterons pas. Parce que nous estimons que, quoi qu'il arrive, l'avenir de ce pays devra se jouer avec l'ensemble de ses fils et de ses filles et avec un caractère le plus démocratique
et le plus respectueux de notre loi fondamentale qu'est la Constitution. Alors, vous avez parlé du gré à gré, contre lequel s'insurge le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. On sait qu'il y a également d'autres questions pour lesquelles le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun n'est pas d'accord et qui ont d'ailleurs été à l'origine des marches qui ont été organisées le 20 septembre 2020, les marches au terme desquelles des militants du MRC ont été arrêtés et jetés en prison. Alors depuis lors, il y a un rodéo judiciaire qui s'est mis en branle. De temps en temps, il y a quelques militants qui sont peut-être libérés. Ça a été le cas quelques jours encore avec le nommé Kessoua Mbevo, qui a été acquitté par la cour d'appel du centre alors qu'il avait été condamné à 5 ans de prison pour rébellion, manifestation publique, attroupement entre autres. Mais dans le sillage de cette décision, il y a une sortie du professeur Alain Fogué, Christian Massoma. Le professeur Fogué a écrit au président du tribunal de grande instance du Foundi, juge de l'habeas corpus. C'était dans une correspondance datée du 13 mars 2023. Dans cette correspondance, il parle de Boko Haram judiciaire. C'est quand même fort de café. Non, ce n'est pas fort. Ce n'est pas fort. Je vais vous rappeler un certain nombre de chiffres, peut-être que les Camerounais ignorent. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun pour la défense des droits de ses militants incarcérés a déjà intenté plus de 700 procédures d'habeas corpus. Écoutez bien le chiffre. Plus de 700 procédures, aucune n'a prospéré. Et il y a quelques jours, dans ce pays, vous avez vu des personnes qui sont soupçonnées d'avoir participé à l'assassinat de Martinez Zogo et qui ont saisi le juge de l'habeas corpus et certains ont été libérés par cette procédure. On parle de personnes qui sont soupçonnées d'avoir participé aux différents méandres liés à l'assassinat de Martinez Zogo. Mais des Camerounais qui se sont levés pour dire que nous dénonçons le gaspillage de l'argent public dans l'organisation de la CAN de 2020 passé à 2022 ou je n'en sais rien, qui ont dit que nous ne pouvons pas continuer à accepter que les Camerounais s'entretuent dans le nord-ouest et le sud-ouest et que ce n'est pas acceptable, qui ont dit que nous voulons voir un peu plus clair dans la gestion des fonds Covid qui ont été dilapidés et dont le rapport même de la Chambre des comptes de la Cour suprême dit clairement que on a véritablement pillé l'argent destiné à la riposte contre la Covid, se retrouvent en prison. Ces gens n'ont rien à faire en prison. Si ce n'est pas un acharnement judiciaire, si ce n'est pas un Boko Haram judiciaire, dites-nous pourquoi nos compatriotes, nos militants sont encore en prison jusqu'à ce jour. Vous venez de parler de Kessoua Mbevo qui a été acquitté de toutes les charges qui pesaient contre lui alors qu'il a pris 5 ans au niveau du tribunal militaire pour l'ensemble des charges que vous venez de numérer, attroupement, rébellion, insurrection, hostilité à la patrie, révolution et autres choses. La Cour d'appel vient de dire que il n'a rien fait. Ce monsieur n'a absolument rien fait et qu'il vient de purger donc 3 années de prison absolument pour rien. Et pour qu'il pousse le calice jusqu'à la lie, depuis jeudi jusqu'à ce jour, il est toujours en Kodengui. Parce que les diligences nécessaires pour sa levée de crew n'ont pas été possibles. C'est pour ça que le professeur Fogué dit et parle naturellement du Boko Haram judiciaire. C'est de cet acharnement, de cette parodie de justice qui n'est pas là pour protéger les Camerounais, qui n'est pas là pour dire le droit pour l'ensemble des Camerounais. Nous espérons tout simplement que, avec cette décision de la Cour d'appel, il y aura jurisprudence. Parce que tous nos camarades, en dehors du coordonnateur national Pascal Zamboui, qui a été kidnappé ici à Douala pour être jeté au CED et occuper de 7 ans de prison, en dehors du porte-parole du mouvement pour la renaissance du Cameroun et du président national Bebo Nissak, qu'on est allé kidnapper chez lui, en dehors peut-être d'une certaine manière du professeur Fogué. Les autres ont tous été arrêtés dans les mêmes circonstances et dans les mêmes conditions. Donc si on reconnaît aujourd'hui que Kessoua Mbevo, Francis, notre cher AP, a été condamné à tort et qu'il est blanchi de l'ensemble des charges et des incriminations qui pèsent contre lui, il faudrait que ce soit le cas pour l'ensemble de tous nos autres amis politiques qui restent encore incarcérés. Ce qui irait d'ailleurs dans la droite ligne de l'avis du groupe de travail des Nations Unies, voilà, qui a recommandé purement et simplement qu'on puisse libérer ces compatriotes qui n'ont rien à faire en prison. On connaît où se trouvent les prisonniers.
les prévaricateurs de la fortune publique, des gens qui ont pillé l'État, qui ont paupérisé les Camerounais, qui sont en train de détruire l'ensemble du tissu social. C'est eux qui doivent être en prison et ce n'est pas les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Edmond Kamgia, lorsqu'on parcourt la correspondance du professeur Alain Foguet, il revient justement sur ces différentes saisines du juge de l'habeas corpus. Il rappelle par exemple que lorsqu'ils ont saisi le juge de l'habeas corpus à leur arrestation, alors qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'une action en urgence, puisque lorsqu'on parle d'habeas corpus, c'est en urgence, ce n'est qu'en mi-février 2021, n'est-ce pas, qu'ils ont été rappelés. Il a également indiqué qu'en novembre, après la décision du groupe de travail contre les détentions arbitraires, ils ont à nouveau saisi le juge de l'habeas corpus. D'ailleurs, Christian Massoma indique qu'il y a des centaines de saisines qui ont été faites et jusqu'ici, il n'y a pas une réponse positive. Mais, avec cette décision prise, il y a quelques jours par la cour d'appel du centre sur ces questions et qui profite à Kessoa Bevo, une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir. Je voudrais dire, en tant que citoyen, que mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais pour les magistrats, si ils ont compris qu'ils se sont trompés et qu'ils sont prêts à se racheter en prenant de bonnes décisions. Oui. Mieux vaut tard que jamais. Mais, en même temps, je tire la conclusion. S'ils sont redevenus rationnels pour ceux qui ne l'étaient pas, et ils commencent à comprendre le rôle de la procédure d'habeas corpus, autant l'étendre à tous les autres militants et cadres du MRC qui sont en détention arbitraire pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Il faut l'étendre systématiquement à tous les autres. Et je rebondis également sur la décision, sur l'avis, n'est-ce pas, qu'avait pris le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire. Vous savez, c'est tout un processus qui est mené par le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire. Il rencontre toutes les parties, il y a des échanges épistolaires, le gouvernement, la partie qui s'est plainte, avant de formuler son avis. Et son avis était clair. C'est que toutes ces personnes arrêtées depuis les marches de 2019 ont été arrêtées de manière arbitraire, illégale, détenues de manière arbitraire. Et aujourd'hui, la décision du juge conforte l'avis du groupe de travail de l'ONU et il faut simplement, vraiment, on n'a même pas besoin de négocier là-dessus, l'étendre à tous les autres qui ont été arrêtés de manière arbitraire, jugés par les tribunaux militaires de manière arbitraire. Cela signifie également autre chose, c'est-à-dire tous les chefs d'accusation qui portaient sur tous ces militants-là. Terrorisme, révolution, attroupement, révolution, montrent très bien que tous ces chefs d'accusation qui leur avaient été affublés étaient totalement injustes et injustifiés, non fondés. Je dis bien non fondés. Ils n'auraient jamais dû se retrouver devant le tribunal militaire. Pour certains qui avaient marché, et si la marche était illégale, ils auraient tout au plus pu se retrouver devant le juge civil, c'est-à-dire dans une juridiction de droit commun. Et le maximum de la peine aurait dû être, pour cela, si c'était devant les tribunaux de droit commun, de 6 mois au plus. Or, on s'est rendu compte que même ceux qui s'étaient retrouvés devant les tribunaux de droit commun ont été condamnés à plus de 6 mois, 1 an, 2 ans et davantage. C'est pour dire en réalité que... Et dans le cas de Kessoa Bevo qui vient d'être acquitté... Pour fait non établi. C'était 5 ans de prison. Il a été condamné à 3 ans avant d'être acquitté. Pour fait non établi. Et je dis et je répète ici, si les magistrats, l'ensemble des magistrats qui gèrent ces dossiers, il faut qu'ils suivent ce précédent, qui est fort, indicateur de la voie à suivre. C'est-à-dire libérer tout simplement tous ces marcheurs pacifiques. Libérer tout simplement tous ceux-là qui ont été condamnés pour n'avoir même pas marché, pour avoir simplement été soupçonnés d'avoir voulu marcher, d'avoir eu l'intention d'avoir voulu marcher. Mais c'est très compliqué. Le droit camerounais, la juridiction camerounaise. Il faut que ce droit soit cohérent. Et je pense que la décision du juge de la cour d'appel du centre montre la voie à suivre. Je souhaite que tous ses collègues qui s'occupent du même dossier fassent la même chose. Et ça fera en sorte que l'état de droit au Cameroun serait mieux visible, perceptible, parce que on respecte nos propres textes. On ne les viole pas. Le magistrat dit le droit, et c'est ça le droit.
Jean-Robert Wafo, dans cette correspondance que le professeur Alain Foguet adresse au président du tribunal de grande instance du Foundi, qui est donc daté, je l'ai indiqué, du 13 mars 2023, il rappelle un certain nombre d'instruments juridiques, un certain nombre de textes qui devraient fonder l'analyse ou le jugement du juge. Il parle notamment d'abord de ce groupe de travail sur la détention arbitraire qui a demandé purement et simplement que tous ces prisonniers soient libérés. Et il revient également sur un certain nombre d'instruments. La Constitution du Cameroun, ici de l'article 45, qui revient sur le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui a été ratifié par le Cameroun, il faut le rappeler, en 1984, et bien d'autres textes pour dire qu'en réalité, le juge a devant lui tous les éléments qui lui permettent de rendre une décision juste dans cette affaire concernant les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Avant de répondre à cette question, je voulais chuter sur le dernier truc là. Parce que M. Kelly a dit des choses qui sont insoutenables. Demain, il va soutenir que M. Franck Biya préside un conseil des ministres. Demain. Mais je tiens à vous rappeler une chose, c'est quoi? C'est que faites gaffe. Vous êtes en train de préparer une succession dynastique par embuscade. Et faites gaffe parce que le Cameroun, c'est le Cameroun. Il faut faire très attention. Aboubacar Ousmane, mais vous avez dit, il a prévenu sur un plateau, et Duval était sur ce plateau. La vérité en face. La vérité en face. Il a dit, le Grand Nord, regarde ce qui se passe en bas. Et les noms qu'il avait cités. Ils vont activer le dispositif. Et les noms qu'il avait cités, il y avait justement le nom du fils du chef de l'État. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'ils vont mettre du nucléaire dans les deux réacteurs. Donc, à bon entendeur. Maintenant, pour revenir donc sur le problème, sur la question de la libération de M. Keswo Béo, je dis c'est une tragédie judiciaire. Je dis c'est une tragédie. Ah bon? Qu'un militant soit libéré? Non. Ah d'accord. Qu'il ait été condamné. Je dis rien ne justifie qu'un Camerounais puisse faire 3 ans de prison pour avoir simplement marché. À main nue. À main nue. Alors que la loi dit, c'est au plus 6 mois. Ouais. Mais à un moment donné, il va falloir dans ce pays faire le procès de certains juges. Oui. Parce que c'est trop. Parce que si les politiques ne font pas le procès des juges, les juges vont croire qu'ils sont au-dessus de la République. Puisque ces juges qui les ont condamnés se croient au-dessus de la Constitution. Jean-Robert. Qui garantit la liberté, écoutez. Oui, vous allez développer, je voulais mettre juste la braise à haute pipe sur 2 choses. La première chose, c'est peut-être justement parce qu'on pense qu'il peut y avoir des erreurs judiciaires qu'on a prévu le double degré de juridiction, c'est-à-dire la capacité pour une décision rendue en instance d'être complètement modifiée par le juge d'appel. Première chose. Deuxième chose, la loi indique, il me semble de façon claire, que le juge rend la décision selon la loi et suivant sa conscience. Pourquoi doit-on faire le procès? Est-ce qu'il a rendu suivant la loi? Non. Parce que la loi dit c'est autour de 6 mois. Il n'a pas rendu suivant la loi. Donc ça veut dire qu'il a rendu suivant sa conscience. Et c'est justement à ce titre qu'il va falloir également à un moment donné faire le procès des juges. C'est clair. Quand vous envoyez quelqu'un en prison, vous êtes conscient vous-même qu'il ne mérite pas cette prison. Vous allez broyer sa vie, la vie de sa famille. Et après, vous êtes tranquille. Vous ne payez rien du tout. Au contraire, vous avez même une promotion. Mais vous croyez que la société... vous croyez que ça ne crée pas de frustration dans la société? Je vais prendre un cas. J'ai un de vos militants, Kwame Adolphe. Il est allé en prison, donc à la prison de Nubel, on l'avait pris parce qu'il marchait pacifiquement. Il est allé à la prison, il était bien portant. Il est allé à la prison et il a contracté la maladie de Charcot, qui est en train de lui paralyser progressivement les nerfs. Mais qui va le remettre dans son état initial? Vous croyez que ces enfants vont regarder cette République, du moins quand leur père va leur raconter ça quand ils seront en âge adulte,
Vous croyez que ce sera facile pour eux de pardonner? Dans le même sillage, il Tout faut le rappeler... monde n'est pas Mandela. il faut rappeler- Mandela est exceptionnel. Dans le même sillage, il faut rappeler le décès de Rodrigue Dagueyo Tout à à la fait. prison de New Bell. Il y a un an, Mais pratiquement. tout à fait. Mais Serge Kelbé, que fait Alain Foguet en prison? Que fait Bibou Nissak en prison? Que font tous ces centaines de marchés en prison? 3 ans. 3 années de leur vie. Mais c'est pour ça que je dis, et ça c'est le thème fort que je veux, donc que j'ai voulu faire passer comme message ici. À un moment donné, il faudra le procès des juges. Oui. Je n'ai pas dit que c'est tous les juges qui sont comme ça. Il y a des magistrats de qualité et d'exception qui, en privé même d'ailleurs, se plaignent. Se disent comment on peut en arriver là. Mais c'est pas possible. Tiens, je parle de Kwame Adolphe, il est là devant moi. Il a constaté la maladie de Charcot étant en prison. Il n'arrive plus à lever un verre. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a voulu exercer son droit constitutionnel de manifester. Vous croyez que nous sommes encore en République? Nous sommes en République? Qu'ont-ils fait? Pendant ce temps, il y en a qui ont pillé ce pays. Qui sont là? Je prends un exemple simple. Hein. Je prends le cas de la Covid-19. Le rapport de la Chambre des comptes a indexé des ministres en fonction. Plusieurs ministres ont été auditionnés. Même le Premier ministre a été auditionné. Mais il y a un ministre d'État qui refuse de se faire auditionner. Pendant ce temps, on prend des pauvres Camerounais qui sont sortis pour manifester en demandant la clarté sur la gestion des fonds Covid. Ce sont eux qui partent payer le plus fort, 3 ans. Il y en a qui ont pris 5, 7 ans. 5, 7 ans. 7 ans, oui. Mais écoutez, je dis, il est temps de libérer ceux qui sont encore là-bas derrière. Et comme Christian Matsou m'a dit, le cas de Kessio doit servir de jurisprudence. Oui. Afin que ça ne se répète plus. Serge-Henri Kelbé, lorsqu'on parcourt la correspondance du professeur Alain Foguet, le sentiment qu'on a, c'est qu'il voudrait attirer l'attention des juges sur le fait que la justice doit être rendue au nom du peuple et que cette justice doit être juste. Parce que de son point de vue, aujourd'hui, nous sommes peut-être des spectateurs, mais demain, pour une raison ou pour une autre, nous pouvons être des justiciables. Oui. Et faire face à cette justice-là, nous devons avoir la sécurité, nous devons avoir l'assurance qu'on a en face de nous une justice juste qui rende une décision qui soit juste. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, dans la chute de sa correspondance, il a cette phrase, « La roue tourne. La roue tourne. » Oui, Duval, je ne suis pas amusé, hein, mais je me rends tout simplement compte à l'évidence que tous ceux qui m'ont précédé à la prise de parole, j'ai l'impression qu'ils ne vivent qu'au Cameroun. Les erreurs judiciaires existent partout dans le monde, même dans celles que vous pouvez estimer être les plus grandes démocraties. Nous avons connu des condamnés à mort aux États-Unis qui ont été élargis pour des erreurs judiciaires. En France, tout le monde se rappelle de l'affaire Omar. Il y en a eu des temps d'affaires. Au Cameroun, des erreurs judiciaires, je ne peux pas dire sont légion, mais il en existe. Et le ministre d'État, Garde des Sceaux, je crois dernièrement, à l'issue d'une conférence, à la sortie d'une séance de travail, on lui a tendu le micro et a reconnu que les magistrats camerounais, n'est-ce pas, il y en a qui ne font pas assez bien leur travail et qui traitent des dossiers un peu à la légère. Pour ma part, je peux vous le dire, comme j'ai été contre, je ne sais pas, le musellement, le cantonnement du professeur Maurice Kamto à la Vallée des Princes il y a 2 ans,
je suis de ceux qui pensent parfois que les administratifs, il faut bien faire le distinguo, ce n'est pas des militants du RDPC. Il faut reconnaître que ces gens, très peu, ont des cartes, même de militants du RDPC. C'est des administratifs. Le zèle des administratifs ne peut pas être imputé au RDPC. Dans ce cas patent, je pense que les choses sont claires. C'est un non-lieu qui doit produire un effet domino. C'est-à-dire, tous ceux qui ont été pris le même jour, pour les mêmes raisons, doivent être élargis. Ça ne s'explique pas. Moi-même, je ne saurais vous l'expliquer. Moi qui, peut-être, ne suis pas magistrat, mais je flirte avec le milieu très souvent, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une suite ou alors c'est une exception. Première des choses. Deuxième des choses, je trouve aussi excessif, ça il faut le dire, la manière dont certains cadres du MRC ont été enlevés. Ce n'est pas des arrestations, c'est des enlèvements. Absolument. Dans un état de droit aussi structuré que le Cameroun. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, je pense que le MRC a de très bons avocats qui peuvent prouver et démontrer d'une manière ou d'une autre que non seulement, comme on le dit, c'était des marches pacifiques et que les chefs d'accusation d'atteinte à la sécurité de l'État sont à voir ailleurs. Je crois qu'on a une affaire récente là qui tend un peu vers l'atteinte à la sécurité de l'État. Voilà les vraies affaires. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je trouve seulement que, tout simplement que certains administratifs font parfois preuve de trop de zèle et que, malheureusement, des aînés comme Jean-Robert Wafo veulent imputer ça au RDPC comme si c'était un militant habillé avec une tenue du RDPC qui parle de... Mais non. Le politique, c'est le RDPC. Christian, ils sont sous le joug des politiques. Le politique, c'est qui? C'est le RDPC. Si vous prenez le ministre Bello Bouba Maïgari qui est de l'UNDP, c'est un politique. Quand il a ces choses là-bas, est-ce que c'est le RDPC? C'est la majorité, mais ce n'est pas le RDPC. Vous n'allez pas avoir un sous-préfet qui va vous dire que je m'en vais au meeting du RDPC. Non, il y en a. Écoutez, Serge Kelbé. Oui, c'est mon temps de parole. Juste 2 secondes. Allez-y, par respect. Ce qui s'est passé à l'unité du MRC, ça peut se passer avec vos propres militants. Avec tous les citoyens camerounais. Parce qu'à l'heure du grand soir qui s'annonce, suivez-moi bien, ceux d'entre vous qui vont essayer de chercher à s'émanciper, parce que le RDP va s'éclater en au moins 10 morceaux. Ça, il n'y a rien à faire. Ça sera notre affaire, Jean-Robert. Parce que le président de la Monsieur Biya est l'élément fédérateur du RDPC. Mais il va se trouver que bien entendu, dès que le grand soir va tomber, le plus fort, celui qui sera dans le camp le plus fort et qui va prendre le pouvoir, va neutraliser les autres. C'est pourquoi. Et les autres là vont vivre exactement ce que les militants. C'est pourquoi Jean-Robert Wafo. C'est pourquoi Jean-Robert Wafo, il faut se battre pour une justice juste. De manière à ce que chacun ait l'assurance que, en se présentant devant le juge, Duval, vous avez plusieurs magistrats qui ont pris leur retraite et qui sont retrouvés dans des affaires foncières. Ils ne sont plus en fonction. Ils ont des problèmes, ils vont au tribunal, ils furent juges. Ils vont voir leurs jeunes collègues et on aura une décision contre eux. Pourtant, il était magistrat hier. Ah, oui. Et il s'indigne que, mais voilà ce que dit la loi, mais son jeune collègue a pris une décision à sa défaveur au vu de l'analyse des pièces qu'il a en face de lui et il a rendu une décision. La roue tourne. La roue tourne, je suis parfaitement d'accord. Tout ce que je voudrais dire à M. Christian Massouma, mon très apprécié, cher ami et frère, c'est que le RDPC ne sera pas surpris demain d'être dans l'opposition. Ça ne nous fait pas peur. Moi, je peux même vous dire à vous que... particulièrement ou à tout le RDPC? Ça ne nous fait pas peur. Ce que je voulais vous dire, il y a une opposition dans le RDPC. Ne pensez pas que là où tout le monde va, tout le monde suit. Vous avez encore des gens éclairés dans le RDPC et qui sont conscients de la situation que Jean-Robert semble
vouloir nous interpeller ou nous brandir. Nous sommes tout à fait conscients que, même dans la Bible, on frappera le berger et les brebis vont s'éparpiller. C'est-à-dire, si Biya n'est pas là demain, le président Biya n'est pas là demain, il est fort possible que les RDP6 aillent dans tous les sens et deviennent des opposants de leurs camarades de demain. Et c'est même ce qui va se passer. Cela ne nous étonnerait pas. Mais pour nous, les fondamentalistes, qui avons 30 ans, plus de 30 ans de militantisme, nous restons des RDP6 de souche. Ceux qui partiront seront ceux qui sont devenus militants par décret. Par décret. Écoutez ce que dit Serge. Je dis que ceux qui partiront du RDPC, moi, ça fait plus de 30 ans que je suis militant. Je n'ai pas eu besoin d'être directeur général, adjoint au ministre pour prendre ma carte. Je l'ai pris, j'étais encore élève, pas étudiant. Ceux qui partiront? Je suis un fondamentaliste dans le RDPC. Ceux qui partiront du RDPC sont ceux qui seraient devenus militants par décret. Parce que j'en connais plusieurs qui sont devenus militants quand ils ont eu la fonction. Moi, j'étais déjà élève, pas étudiant, élève encore. Vous comprenez? C'est pour vous dire que je suis un fondamentaliste. Et lorsque je parle du RDPC, je parle du RDPC de mes pères. C'est-à-dire les Emma Basile, je l'ai souvent dit, les Adi Bolo-Filemon, qui était à l'Académie, et d'un Kelben Nicolas. C'est pas du RDPC des années 2000. Non, le problème... Alors, non, le débat, ça va sur le RDPC, s'il vous plaît. Alors, ça, Jean-Yves Kelben, puisque vous avez la parole, je voudrais que vous puissiez la garder sur un autre thème sur lequel nous allons sortir de l'émission. C'est en rapport avec ce que Mutation a appelé le gant au caillou. En rapport avec ces agressions qui sont organisées sur les routes nationales par des bandes qui utilisent des cailloux pour immobiliser les véhicules. On a eu plusieurs cas. Le journal Essentiel parle de 4 cas au moins qui ont été enregistrés sur les routes nationales. D'abord sur la nationale numéro 3, notamment sur le tronçon Douala-Yaoundé, puis sur la nationale numéro 4, sur le tronçon Bafoussam-Yaoundé, avec à la clé des blessés. On a parlé de coupeurs de route. C'est vrai que le gouverneur a estimé que c'est un peu trop exagéré. C'est exagéré que de parler de coupeurs de route. Il parle des larcins, etc. Mais c'est une situation qui visiblement doit préoccuper. Est-ce que vous avez le sentiment que les mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics peuvent permettre effectivement de régler définitivement cette affaire? Il faut rappeler que des suspects ont été interpellés. D'abord 4, puis finalement une dizaine. Ensuite, il était question dans les solutions les solutions qui ont été envisagées par les pouvoirs publics, de renforcer la quiétude, d'organiser des bouclages, de fouiller de fond en comble les villages environnants, n'est-ce pas, les sites ou les lieux où ces agressions ont été organisées, et surtout l'instruction aux chefs de village, n'est-ce pas, de pouvoir organiser des sortes d'autodéfense, des comités de vigilance. Est-ce que ces mesures, de votre point de vue, suffisent? Mais peut-être avant les mesures, qu'est-ce qui peut justifier cette sorte de résurgence de l'activité des coupeurs de route sur nos routes nationales? Si on peut les appeler les coupeurs de route. En fait, Duval, il faut d'abord saluer ici la promptitude, l'une des rares fois, la promptitude des membres du gouvernement, le ministre Paul Atangandji, pour ne pas le citer, le ministre de l'administration territoriale, qui a, dans la semaine qui suivait, immédiatement réuni un comité de crise avec les 2 gouverneurs, celui de la région du centre et du littoral, et les préfets et sous-préfets de la zone. Ça, c'est déjà à saluer. Deuxièmement, je voulais dire que c'est du petit banditisme. C'est du petit banditisme, c'est pas de l'échelle des vrais coupeurs de route. Alors, je voudrais tout simplement dire que vous savez que sans... Oui, mais si on y prend garde, ça peut monter en intensité. Oui, c'est pour ça qu'il a fallu réagir. C'est pour ça qu'il a fallu réagir. Et ils le font. Si vous avez suivi des lectures, et cette route, je la prends une fois toutes les 2 semaines ou une fois tous les 10 jours. Donc c'est un axe que je connais très bien parce que je m'y rends au village ou bien pour des activités du côté de Yaoundé. Saint-Malfrat vise le côté chauffeur. Alors vous vous imaginez un caillou qui fait 250 grammes envoyé sur une pare-brise et que vous roulez à 90 voire 110 à l'heure, l'impact que ça peut avoir sur vous, c'est carrément l'équivalent de recevoir, n'est-ce pas, un pistolet de calibre 44 à 10 mètres ou à 9 mètres de décharge. Donc, vous êtes probablement susceptible de mourir. Et donc, je voudrais tout simplement dire que la conjoncture
actuelle, sécuritaire actuelle au Cameroun, a amené un déplacement des populations de masse. Et que dans nos villages qui écument l'axe Douala-Yaoundé, il y a certainement de nouvelles personnes qui viennent s'installer, qui vivent dans une paupérisation et qui, de manière de réflexe, pensent à gagner leur vie en commettant des forfaits. Ce sont des citoyens camerounais. Je pense que le message du ministre pour la Tanganyika était clair. Ils ne peuvent pas prospérer. Si c'était en brousse, ils pouvaient avoir la chance de tenir 2-3 mois. Mais depuis cette tenue de crise, réunion de crise, je pense que ce phénomène va s'estomper. Tout simplement pourquoi? Les chefs de village, Logba Djek, DA Premier, ainsi de suite, ont été mis à contribution. Des comités des jeunes ont été mis à contribution. Moi-même, dans une autre vie où je suis agriculteur, j'emploie des populations venues de d'autres régions. Et là où se trouvent mes plantations, le chef du village me demande d'enregistrer tout mon personnel à la chefferie. Ils doivent être identifiés et connus. Ce qui fait que sur un axe, comme l'axe de la nationale numéro 3, Douala-Yaoundé, il y a des dispositifs administratifs qui sont mis en place pour que ce genre de phénomène ne se produise plus. Mais il faut dire que moi, j'ai travaillé dans les hauts plateaux pendant longtemps et que je suis tombé en panne avant Bafang, entre Bafang et Batié. Et ce sont des chauffeurs de camions sur cette route Douala, Bafang, Bafoussam, qui m'ont dit, monsieur, ne vous arrêtez pas là, cet endroit est très dangereux. Pour la première fois, je m'étais fait remorquer un peu après Batié jusqu'à Bafang par un gros porteur qui me traînait comme si j'étais un petit jouet. Tout simplement parce que des gens habitués à faire cette route m'ont dit que cet endroit était très dangereux et que vous avez des gens... que c'est en très mauvais état. Voilà. Non seulement était en très mauvais état, mais vous avez des gens qui lançaient des œufs sur des pare-brises et par réflexe de voir une saleté sur votre pare-brise, une fois que vous les mettez en marche, ça vous rendait la visibilité, toute la visibilité impossible. Donc c'est des petits bandits qui veulent s'aimer peut-être la terreur, mais avec des dégâts. Et donc l'administration doit être impitoyable, vraiment impitoyable sur ce genre d'attitude et d'acte. Jean-Aubert Wafo, en règle générale, cela commence par des larcins, comme a indiqué le gouverneur. Mais si on y prend garde, ça monte en intensité et après, ça devient difficile à gérer. Est-ce que ces mesures vous paraissent pertinentes en termes de rassurer les populations et ramener la sérénité dans ces localités? Non, il faut d'abord il faut un travail en profondeur pour identifier ceux qui, effectivement, ont posé ces actes. Parce que, comme vous dites, s'il n'y a pas d'identification formelle de certaines personnes, le diagnostic, s'il n'est pas bon. Si le diagnostic n'est pas bon, ça peut aller crescendo. Bon, qui sont ceux-là? Ça peut être les boys du village, donc, ce qu'on appelle les boys. C'est-à-dire que si ce sont les boys du village... En mettant en contribution les chefs de village, il faut tout simplement aller dans ces villages-là, n'est-ce pas, essayer donc de ratisser les ghettos qui s'y trouvent. Bon, ça peut également être, par exemple, les repris de justice qui sont avec des véhicules, donc qui patrouillent avec des véhicules et qui tentent des embuscades, là où il y a des dos d'âne, ou bien là où il y a des nids de poules. Là, ça peut paraître plus complexe. Oui, mais tout à fait. C'est pour ça que je dis, c'est des éventualités. Il a par exemple pris l'exemple, donc il a pris l'exemple de la panne qu'il a eue, n'est-ce pas, entre Bafang et Batié. Et vous avez bien fait de lui rappeler que certainement la route n'est en très mauvais état. Et quand la route est en très mauvais état, vous êtes obligé de ralentir. Voilà, vous êtes obligé donc de ralentir. C'est comme ça que ça leur permet parfois, n'est-ce pas, de venir vous tendre une embuscade. Bon, maintenant, comment résoudre ça? Encore que l'exemple dans le cas de Douala Yaoundé n'est pas le même que Bafoussam Yaoundé, parce que du côté donc de Banganté là-bas, c'était avec les armes à feu. Donc c'était avec les armes, donc c'était avec les armes à feu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je crois qu'une des premières solutions qu'on peut envisager, que les pouvoirs publics peuvent envisager, c'est de faire comme ils ont fait à l'extrême nord avec
quand on combattait, c'est Boko Haram, le BIS sillonnait, n'est-ce pas, sur la nationale, donc, et ça permettait, n'est-ce pas, de dissuader d'éventuels coupeurs de route. Bon, ben maintenant, on peut également faire la même chose sur l'axe Bafoussam-Yaoundé ou alors Douala-Yaoundé, tout simplement en faisant quoi? C'est-à-dire en dotant les unités de gendarmerie et de police des véhicules pick-up. Parce que très souvent, quand vous voyagez sur ces axes-là, les gendarmes qui stationnent, généralement, ils ont leur voiture personnelle. C'est des berlines. Non, ils passent le temps à raqueter, souvent. Justement, c'est ce que je dis. Ils ont des voitures berlines, soit ils ont des motos. Ça ne peut pas suffire. Ça ne peut pas être efficace sur ces axes-là. Ça ne peut pas être efficace. Il faut doter des moyens. C'est-à-dire qu'il faut doter ces FMO, je veux dire cette force de maintien de l'ordre, en moyens logistiques, en moyens humains. Il faut renforcer également les effectifs. C'est très important parce que quand je dis en moyens, il y a par exemple le renseignement prévisionnel. Ouais. Ça a un coût. Ça a un coût. Mais allez vous renseigner. Est-ce que ceux qui assurent le renseignement prévisionnel, est-ce que l'argent qui est débloqué depuis Yaoundé, pour chacun d'entre eux, est-ce que c'est effectivement ce que eux ils reçoivent? C'est pas si sûr que ça. Quel est le budget alloué à chaque commissariat ou à chaque brigade de gendarmerie? Ah ben, j'ai entendu quelqu'un dire un jour que pour une gendarmerie, le budget annuel c'est de 600 000 francs. Alors que 600 000 francs annuels, c'est-à-dire 50 000 francs le mois. Que peuvent-ils faire avec ça sur un axe pareil? C'est irréaliste. Donc il faudrait... Il y a des factures d'électricité, il y a l'encre des ordinateurs. Écoutez, c'est chacun qui vient avec. Oui. Attention. Monsieur Serge, vous pouvez vous renseigner à un commandant de brigade après. Quand ils font la passation, celui qui arrive, soit on fait un troc, c'est-à-dire que le commandant de brigade, lui, il te dit, c'est moi qui suis venu avec ceci, soit je pars avec, soit on fait un troc. C'est des réalités. Il faut le dire. En tout cas, il faut renforcer. Et je ne sais pas. Et donc, vivement que le délégué général de la sécurité nationale, M. Bagagele, et le CED Galax et Toga, vivement qu'il vérifie si l'argent qui est débloqué depuis Yaoundé atterrit effectivement au niveau des unités de force de maintien de l'autre, c'est-à-dire commissariat et puis gendarmerie. Il y a tellement de choses comme ça qui font que... Serge Kelbé a dit, mais imaginez-vous Duval, vous êtes en train de conduire une voiture. Subitement, vous voyez une pierre sur votre pare-brise. Si vous êtes près d'un pont, vous basculez dans l'eau. Et c'est la mort. Assurez donc vivement que qu'on renforce les mesures de sécurité. Très bien. Edmond Kamgia, est-ce que ces mesures peuvent être pertinentes? Est-ce qu'elles peuvent permettre effectivement de juguler ce phénomène? Nous pensons que la réaction des autorités administratives est bonne. Mais nous pensons davantage que l'accent doit être renforcé au niveau du renseignement prévisionnel. C'est-à-dire, c'est bien avant. Il faut anticiper. Il faut aller à la source du problème. Il faut savoir quelles sont les véritables causes qui peuvent produire ce phénomène sur ces différents axes routiers très sollicités. Parce que Douala Yaoundé, Yaoundé Bafoussam font partie des 3 grands axes importants dans le grand sud du Cameroun. Parce qu'à ces 2 axes, il faut ajouter l'axe Douala Bafoussam, qui pour l'instant n'a pas encore connu ce phénomène. Mais si rien n'est fait pour éviter, juguler le mal, très vite vous verrez que sur l'axe Douala Bafoussam, il y aura également ce genre de phénomène. Ce d'autant que la route est très mauvaise. Sur l'axe Douala Bafoussam, il y a... Notamment le tronçon Bonabéry-Konsamba. Bonabéry-Konsamba. Des nids de poules partout, des dos d'âne qui sont dangereux, même pour la sécurité des usagers. Donc, il faut... Et il y a une chose qu'il faut ajouter. Nos routes n'ont pas de lampadaires.
quand il y a des lampadaires, ils sont très insuffisants sur ces grands axes. C'est l'obscurité totale. Vous avez déjà l'énergie dans les maisons. On n'a déjà pas l'énergie à la maison. Mais je dis, il faut également... Je vous assure, important. Il faut l'électricité permanente de manière régulière sur nos grands axes. Parce qu'ils profitent. Parce que quand vous voyez, quand les véhicules de transport, que ce soit privés, individuels ou des gros porteurs, mais il suffit que le véhicule soit isolé. S'ils ne sont pas nombreux, le véhicule isolé est en difficulté. Mais cette semaine, nous avons enregistré un reportage de Marcelin Gansop à Bafia, où il indiquait effectivement que lorsque les bus s'arrêtent pour laisser sortir des passagers, parfois à ces moments-là, vous avez une horde d'individus qui surgissent, sortant de nulle part, qui rentrent dans le bus, qui attaquent tout le monde, dépouillent les passagers, et on a enregistré plusieurs cas comme ça. Généralement, c'est dans des points où il n'y a pas de lampadaire. Oui, en réalité, généralement, c'est des points où il n'y a pas de lampadaire, où il n'y a pas de sécurité non plus. Il n'y a pas d'agent de police, il n'y a pas d'agent, il n'y a pas de gendarmes. Donc, il est important que de jour comme de nuit, qui est dans des zones sensibles, comme ceux où on a assisté à ce type de phénomène, des policiers, des gendarmes, des patrouilles régulières. Il faut des patrouilles régulières. Ça veut dire qu'il faut renforcer les effectifs, comme a dit Jean. Oui, il faut renforcer les effectifs. Parce qu'il faut savoir quand même. Il faut leur donner des moyens. On connaît des brigades de gendarmerie où vous avez tout au plus, après 18 heures, 2 ou 3 agents. Oui. C'est très insuffisant. C'est très insuffisant. Et parfois, quand vous êtes en difficulté, quand vous êtes attaqué, vous appelez quelqu'un, il vous dit on n'a pas de carburant. Oui. Un commissariat de police comme une unité de gendarmerie, ils vous disent qu'on n'a pas de carburant. Parfois, ils vous disent que ces gens qui vous attaquent là, ils ont des pistolets, ils sont armés comment? Quand vous osez dire qu'ils ont des fusils et autres, ils vous disent qu'on est désolé, parfois. Ils ne viennent pas. Ils n'ont pas de carburant, mais ils disent que ces gens-là, vraiment, mettez-vous en sécurité. On est dans l'insécurité totale. Si rien n'est fait, si des mesures qui tiennent, qui sont efficaces, ne sont pas prises. Ok. Christian Massouma, il y a la question des comités de vigilance, parce qu'on a bien vu que le gouverneur a insisté là-dessus. Ça peut être une mesure, je vais dire, associer les populations et les chefs de village dans la recherche des solutions à cette insécurité. C'est peut-être le meilleur levier, en attendant que plus de moyens soient mobilisés en termes d'effectifs ou en termes financiers pour que les unités de police ou encore les brigades de gendarmerie puissent être suffisamment outillées pour pouvoir répondre à ce type d'agression. Duval, l'État doit assumer sa responsabilité. Et l'une des responsabilités régaliennes de l'État, c'est de protéger ses populations. Y compris dans ces axes. Quand vous parlez de la Nationale 3, c'est vrai que c'est très nouveau à la Nationale 3. On a connu effectivement un peu plus tôt les coupeurs de route dans l'extrême nord et le nord Cameroun. Mais c'est des gens qui commencent à s'attaquer à la... C'est-à-dire, Douala-Yaoundé, c'est quand même un axe qui est permanemment occupé. Oui. C'est-à-dire, de jour comme de nuit, la circulation n'a peut-être pas la même densité, mais il y a une circulation qui est permanente dans cet axe routier. Alors, si ces gens-là arrivent déjà à perpétrer de tels actes, il faut s'interroger. Et moi, je dis que l'État doit assumer sa responsabilité régalienne au niveau de la protection de ces populations. Il faut renforcer les capacités opérationnelles des agents de maintien de l'ordre de sécurité. C'est-à-dire qu'on le veuille ou pas. On a parlé des patrouilles dissuasives du BIR. On a parlé des patrouilles de gendarmerie, mais l'État a les moyens. Et les moyens de l'État ne doivent pas être simplement consacrés au financement des projets pour lesquels on n'a aucune efficacité sur le terrain, mais c'est en ce moment où on a tous les axes d'insécurité possibles. Quand vous regardez la dorsale de l'Est avec toute l'insécurité transfrontalière avec la RCA, vous regardez Boko Haram dans le Nord, vous regardez le Nozo et autres choses, c'est des sources permanentes d'insécurité. Et effectivement, on a, Serge-Henri parlait tout à l'heure, des migrations nouvelles qui permettent d'avoir des populations subitement dans des aires où on n'était pas habitué à les rencontrer. Et personne ne connaît les origines, la moralité ou autre chose. Oui, dans ce cas de figure, il faut qu'il
il y ait ces comités de vigilance, qu'il y ait une capacité d'identification, du renseignement et de coopération des populations et des chefs de village pour juguler cette insécurité-là. Mais je dis tout simplement que en arriver là, c'est aussi une forme de défaillance de notre système de sécurité et il faut repenser cela. On a parlé tout à l'heure du renseignement prévisionnel, on a parlé d'un certain nombre de choses qui doivent renforcer la capacité de ceux qui sont chargés de nous protéger, de pouvoir le faire. J'ai regardé ces images au même titre que tous les Camerounais. Quand vous regardez le 4x4 de la jeune dame et de son mari, mais vous recevez une telle décharge, vous frôlez la mort ou vous mourrez. Oui. Hein? Vous avez regardé les bus de transport des agences qui sont réputées, que je ne vais pas citer ici. Oui. Ça veut dire que c'était une menace qui est assez sérieuse. Moi, je ne pense pas qu'il faille juste se limiter à dire que c'était des larcins. Oui, ça peut être un épiphénomène, mais il faut le prendre très au sérieux. Oui. Et j'espère que ce n'est pas en relation avec le grand soir ou tout ce qui est en train de se passer en haut. Parce que oui, les gens peuvent penser qu'en ce moment, le pays n'étant plus dirigé selon eux, il faut lancer des petites escarmouches à gauche, à droite. Ça peut peut-être être une source d'instabilisation. Je ne pense pas que ce soit ça, je le dis très bien. Mais nous devons rester vigilants et faire attention. Et l'État doit assurer notre sécurité. Messieurs, on sort de l'émission sur une petite question à 2 personnes seulement sur ce panel, et vous comprendrez pourquoi. Serge-Henri Kelbé, les sénatoriales sont achevées, le RDPC a fait un raz-de-marée. On va dire quoi? Félicitations. Mais non, monsieur Fangoua, vous vous attendiez à quoi? Dans Mognon et Kélé Natal, le calme est revenu là-bas. Où le seul parti d'opposition n'a même pas pu déposer une candidature. Non, moi j'ai toujours dit et le calme est revenu après les investitures parce qu'il y a eu du grabuge. Dans l'Union et Kélé, en ce qui concerne le RDPC, il n'y a pas eu de remous dans le RDPC. Non, dans la région du littoral. Bon, dans la région du littoral, vous savez, moi j'ai une préoccupation, même à l'intérieur du parti. Le chef de l'État a toujours souhaité que les composantes sociologiques soient respectées. J'ai peut-être quelque chose qui m'a écorché, c'est que j'ai toujours dit, dans la Sanaga Maritime, dans l'Union Ekele, nous avons un sénateur qui est le chef Bel-Luc Ridé. Je me pose pourquoi dans la Sanaga Maritime, le choix qui a été fait. Parce que vous estimez que toutes les composantes sociologiques n'ont pas été en compte. À mon avis, en tout cas, vous faites bien de préciser. Mais je pense que j'ai parce que les canards pas arrêté la liste. Voilà, j'ai une hiérarchie qui sait pourquoi est-ce qu'elle a validé cette composition, étant donné que Mme Tues n'était plus candidate pour l'Union, pour la Sanaga Maritime. Alors, Jean-Robert Wafo, votre parti, le SDF, a voté pour le RDPC à Bafoussa. Et selon quelques indiscrétions, le président de la République s'apprêterait à nommer des sénateurs SDF. Ce serait le retour d'ascenseur, c'est ça? Non, mais écoutez, mon point de vue... Quel SDF, bien sûr? Moi, ce qui s'est passé à Bafoussam, bon voilà, je n'ai pas été d'accord avec ça, bon, parce que j'estime pour ma part qu'en politique, il faut un peu de cohérence. Voilà, bon, pour le reste, bon, peut-être qu'ils ont les réalités locales là-bas, mais je dis de façon globale, quand on répercute ça au niveau de l'opinion, vous savez, la politique, vraiment, c'est... Il devait voter l'opposition. Bon, voilà, donc... l'UMS ou l'UDC... Bon, moi, je ne reviendrai pas dessus. Ça aurait été moi que j'aurais voté... blanc. L'opposition. Ou alors, j'aurais voté blanc. On peut estimer. Mais bon... C'est une question de cohérence, on ne va pas s'attarder là-dessus. De toutes les façons, nous savions que nous ne devions avoir aucun sénateur sur les 70. Et c'est ce qu'on retient. On retient que le RDPC a... Il y a 30 qui seront nommés par le chef de l'État. On a fait le grand chelem. Et le chef de l'État est président national du RDPC. Peut-être qu'il va encore suivre avec 30 autres du RDPC. Parmi lesquels les sénateurs SDF. Non, il a dit que c'est possible aussi qu'il nomme 30 du RDPC. C'est tout ce que j'ai dit. Et lui m'a très bien suivi. Oui, je vois bien votre embarras sur la question. Nous allons tous. C'est une question. C'est du tout. Non, c'est une question. Mais je dis, c'est très dangereux pour la démocratie. Voilà. Donc, c'est extrêmement dangereux. Le trop plein. Il y a eu élection. Attendez. Parce que cette question, vous semblez la prendre à la légère. Serge-Henri Kelbé, je ne pense pas que ça soit drôle pour les Camerounais de voir que le RDPC ait raflé les 70 sénateurs.
c'est pas bien pour notre démocratie, c'est pas bien pour l'image de notre pays. Si ce n'était pas bien en France, le gouvernement ne serait pas en train d'appliquer le 49-3. Le 49-3, c'est parce qu'ils n'ont pas cette majorité. Parce qu'ils n'ont pas cette majorité. Mais ils n'ont pas tous les sénateurs. Ils n'ont pas les 100% des sénateurs. Donc vous ne pouvez pas penser qu'au Cameroun, aujourd'hui, le RDPC représente 100% de la Chambre haute. Et que vous vous gargarisez d'avoir tous les sénateurs de la République. Même les opposants le RDPC. Et vous pensez que c'est pourquoi? Quels opposants? C'est vos opposants. Oui. C'est même pas l'opposition qui a voté le RDPC. C'est vos opposants qui ont voté le RDPC. C'est que vous instrumentalisez, que vous avez réduit à la caporalisation. Ce n'est pas ça le pays que nous voulons bâtir. Et je dis que c'est une honte pour la République, c'est une honte pour notre pays que le RDPC soit le seul à rappeler l'essentiel des sénateurs de tout le pays. Ce n'est pas une bonne chose. Si vous êtes confortable avec cela et que vous pensez que c'est une bonne chose, continuez avec ces majorités obèses. Vous allez finir par vous étouffer. Les élections. Vous allez finir par vous étouffer. Continuez à boycotter les élections. Et cela ne vous a pas échappé. Non, Duval Fangwa, vous m'avez interpellé. Mais je vais dire une chose. Le jour que vous arrivez, nos parents disaient ceci. Le jour que vous arrivez dans votre famille, c'est-à-dire que vous êtes marié, vous avez une famille, le jour que vous avez constaté que durant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, quand vous arrivez à la maison, personne ne parle, sachez que vous êtes en danger. Très bien. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Je voulais juste noter pour sortir qu'on a bien observé que dans le département du Diamaré, le préfet a été attentif et assidu. Sinon, il y aurait eu un hold-up de ce côté-là parce que quelqu'un a essayé de faire voter par procuration un prisonnier. Et du coup, on voit que la question de la fraude revient chaque fois, même lorsqu'il y a des élections sans enjeu. Merci, messieurs, d'être venus. Merci à vous, Edmond Kamgia, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous également, Jean-Robert Wafou. Merci à Serge-Henri Kelbé d'être venu sur ce plateau. Merci également à vous, Christian Massoma, d'être venu. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de droit de réponse en ce dimanche 19 mars 2023. Bon dimanche à tous et à très bientôt. Au revoir.